Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le 3e épisode de Koh Lanta, le Totem Maudit, le dernier épisode diffusé sur TF1. Avant de commencer cette petite review, ma petite tradition, parce que vraiment j'insiste, encore merci, vraiment je tenais encore à vous remercier pour tous les retours, tous les commentaires, toutes les vues, toutes vos réactions. Il y en a énormément, je ne m'attendais pas que ce soit autant au début où j'ai commencé ma chaîne et je suis vraiment ravi. Je suis vraiment content que vous continuez à mettre votre avis, à réagir, parce que vraiment c'est pour ça que je fais ça. J'ai remarqué en plus cette semaine, comme vous avez pu le voir sur mon compte Instagram, que j'ai dépassé les 100 000 vues sur ma chaîne et vraiment ça fait vraiment plaisir. Sans vous je ne serais rien, clairement. J'ai même dépassé les 400 abonnés. Alors pour certains c'est pas grand chose, mais pour moi c'est vraiment beaucoup, donc vraiment merci. Et donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui ne veulent pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'en parler autour de vous. Et si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. Clem Coco est donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, je mets des posts assez régulièrement, donc n'hésitez pas à suivre Clem Coco sur les réseaux sociaux. Et donc on va pouvoir commencer enfin la review du 3e épisode de Koh Lanta, le Totem Maudit. Et donc le premier épisode commence tranquillement avec une petite ambiance asiatique comme d'habitude, on ne change pas. Une équipe qui gagne, et on arrive chez les Violets, juste après le conseil où Matteo est sorti. On a un Bastien qui est plutôt content du résultat. Alors clairement, je ne suis pas de son avis. Là, Matteo qui sort, certes il est négatif sur le camp, et c'est vrai que bon, stratégiquement c'était pas top, mais sur les épreuves il était quand même plutôt doué, donc c'est vrai que je comprends pas pourquoi Bastien est si content que ça. Mais bon, il pense quand même avoir fait le bon choix. Il trouve qu'en plus Matteo n'a pas été bon au conseil, il a pas fait une belle prestation, il a pas été assez convaincant pour lui. Il aurait bien aimé que Matteo dise vraiment, non mais là je vais me battre, ok j'étais négatif depuis quelques jours, mais vraiment je vais me redonner un coup de fouet, je vais tout donner. Et finalement voilà, il n'a pas eu cette réponse là, Bastien, donc il était assez déçu, et c'est pour ça qu'il a switché son vote. Il dit même qu'il a changé son vote au dernier moment, juste après les réponses de Matteo au conseil. Donc c'est vrai qu'il avait l'intention de voter Stéphanie au début apparemment. Bon, c'est dommage pour Matteo, honnêtement ça m'a brisé le cœur, je vous l'ai assez dit dans ma review la semaine dernière, c'est dommage, mais c'est vrai que ce côté un peu trop négatif l'a perdu. Et d'un autre côté on a Jean-Charles qui lui explique son vote contre Stéphanie car elle n'est pas du tout sportive et il voulait vraiment une équipe qui avait une dynamique très sportive, une homogénéité sportive, il le dit clairement, et il pense qu'ils ont un peu perdu en éliminant Matteo, que sportivement il était plutôt correct, voire même assez bon, et que là en faisant ça, c'est vrai que malheureusement, sportivement ça va être plus compliqué. Je suis assez d'accord avec Jean-Charles, certes il mettait une ambiance un peu tristoune sur le camp, vu qu'il était souvent déprimé, mais sur les épreuves il se donnait pas mal, il était plutôt bon, alors que Stéphanie clairement, même si j'aime beaucoup Stéphanie, c'est vrai que sportivement c'est vraiment pas ouf. Stéphanie en est complètement consciente, elle le dit devant tout le monde, elle dit clairement que si l'aventure était faite que sur le social et la survie, elle gagnerait haut la main. Bon là je dis oulala, les chevilles ça va Stéphanie, mais au moins elle est cash, ça c'est Stéphanie, elle est pas très surprenante à ce niveau là, elle dit vraiment ce qu'elle pense, elle dit qu'elle est bonne en social et donc en survie, elle est aussi bonne en stratégie, même si dans l'épisode d'avant elle avait pas non plus fait de grosses alliances, elle avait pas fait de grosses tentatives en tout cas, mais pour résumer, elle est tout à fait consciente de sa situation, que sportivement c'est pas un atout pour son équipe, mais Ambre lui dit qu'elle s'en fout elle du sport, que clairement elle préfère avoir quelqu'un qui est plutôt positif sur le camp que quelqu'un qui éclate tout sur les épreuves. Bon Ambre, bon c'est bien sympa, je comprends, c'est vrai qu'on a besoin de morale et de bonne ambiance, mais je pense quand même qu'ils ont fait une petite erreur. Matteo, je trouve qu'il est parti vraiment trop tôt et que c'était un bon atout pour l'équipe, donc vraiment dommage, mais c'est comme ça, on accepte la sentence malheureusement comme Matteo. On va ensuite chez les Verts où le temps est clairement pourri. C'est vrai que cette saison pour l'instant le temps est catastrophique, il pleut tout le temps, d'un coup il fait super beau et d'un coup c'est ultra torrentiel, ça s'arrête jamais de pleuvoir, donc bon vraiment ça doit être insupportable, mais en plus ça mine le moral de François qui est quand même pas le leader de l'équipe, mais quand même, puisque c'est JB qui est le chef de l'équipe, faut pas l'oublier, mais lui il mène bien son équipe quand même, il les booste, et là c'est vrai qu'il a l'air un petit peu déprimé cette fois, il dit qu'il a faim, qu'il sèche énormément, qu'il fond comme neige au soleil, son moral n'est pas du tout au top et il a vraiment peur pour la suite, et c'est vrai que là je me suis dit oulala, ça sent peut-être le petit abandon, mais pas abandon comme Franck, mais abandon médical, peut-être que le fait qu'il soit ultra sportif et qu'il ait énormément de masse, c'est vachement plus dur. C'est vrai qu'on a tendance à dire que dans Koh Lanta, quand c'est les grands sportifs et qu'ils perdent énormément de masse et de poids, c'est vachement plus fatigant
fatigant que quelqu'un qui est un peu mince ou qui est un petit peu d'embonpoint. Et c'est vrai que là, peut-être qu'il y aura un petit abandon, parce que je vous avais dit que j'étais persuadé que Matteo allait revenir, puisqu'on le voit sur un plan du pré-générique. Donc j'étais vraiment persuadé de ça. Mais au fil de l'épisode, vous verrez, j'ai une supposition que je vous dirai à la fin de ma review, parce que vraiment, je pense qu'il y a quelque chose qui se trame dans notre dos, dans le dos des spectateurs. Je pense que cette fois, la production n'a pas voulu nous mettre dans la confidence, donc je vous expliquerai ça tout à l'heure à la fin de la review. Mais en tout cas, j'ai pensé à ce moment-là, peut-être que du coup, François va quitter l'aventure sur Abandon Médical et Matteo va rejoindre l'aventure. Mais bon, finalement, on va voir que pas du tout. Mais on sent que l'ambiance chez les Verts est vraiment pas bonne. Ils sont limite dépressifs. On a Pauline qui fait pas mal d'éloges sur Nicolas. Elle est vraiment contente qu'il soit là parce qu'il est vraiment drôle. Il booste son équipe. J'ai dit, ah bon, je n'avais pas vu cette facette de lui dans les 2 premiers épisodes, mais pourquoi pas. Du coup, ça donne vraiment une idée de Nicolas plus sympa que dans les premiers épisodes. Donc, à voir, une nouvelle facette à découvrir. Parce que c'est vrai que quand on voit Nicolas, il continue à encourager son équipe. Il veut vraiment sortir les griffes. Il dit même que cette fois, ils vont pas parler, crier, ils vont rugir comme des lions. Donc, on sent vraiment que Nicolas, finalement, n'est pas quelqu'un qui reste sur le côté. Il booste aussi son équipe comme François ou JP peuvent le faire. Donc c'est vrai que cette fois on voit un autre Nicolas et ça fait vraiment plaisir. Puis ensuite on va chez les Bleus et très rapidement la bouteille qui annonce l'épreuve de confort est déjà là. Je dis ouh là là, c'est rapide. Donc je pense qu'il y a plein de choses qui nous attendent et à mon avis ils ont voulu faire rapidement au niveau du montage. Et donc on a un message qui parle d'une épreuve statique. On sent que ça ne va pas être une épreuve de force, mais là la concentration et la patience vont être les mots d'ordre apparemment. Et le message annonce une petite nouvelle qu'il faut prendre son sac et que l'avenir peut s'assombrir. Donc là c'est vrai que bon, on a un petit doute chez les candidats, c'est un peu la panique, hein, ça calme clairement tout le monde quand ils voient le message. Je vous avoue qu'à leur place, je serais aussi en détresse parce que si on prend nos sacs, c'est qu'on peut potentiellement sortir. Avec ce totem maudit, cette malédiction qui les menace à chaque seconde, c'est vrai que c'est très stressant. On a un Colin qui est clairement dégoûté. On a une Olga aussi qui a le moral dans les chaussettes. Vraiment, c'est pas au top déjà qu'avec le temps et la faim, etc., ils sont déjà bien démoralisés, mais là, ça n'aide pas. Ils sont dans l'expectative et ils sont très stressés. Donc, on va découvrir ce qui les attend à l'épreuve. Même si clairement, je vous l'ai déjà dit dans ma review d'avant, il n'y avait pas un grand suspense, j'étais persuadé que cette épreuve individuelle allait choisir les 2 nouveaux chefs d'équipe et on allait avoir un nouveau swap, donc rien de très surprenant. Mais en tout cas, à ce moment-là, les candidats sont dans le doute. Arrivés à l'épreuve, donc les équipes arrivent une à une et les autres équipes, les Bleus et les Verts, découvrent que c'est Matteo qui est sorti et on a vraiment l'équipe des Verts qui sont sous le choc, en particulier Luana et Nicolas qui sont choqués vu les performances qu'il avait faites. Et Nicolas témoigne et dit qu'il est complètement surpris. C'est vrai que sur l'épreuve du toit, il avait tout donné, mais bon, il est pas sur le camp, donc il juge pas. Il dit que d'un regard extérieur, c'est vraiment choquant et je suis assez d'accord avec lui. Si j'avais pas vu le comportement de Matteo un peu négatif sur le camp, j'aurais vraiment pas parié sur lui. J'aurais plus dit par exemple une Stéphanie, clairement. Et donc c'est vrai que bon, il juge pas, mais il est quand même surpris. On a Yannick qui s'explique et qui parle du fait qu'il était trop négatif et que voilà, ils ont préféré garder la bonne humeur de Stéphanie et sortir Matteo qui vraiment plombait un petit peu l'ambiance. Denis annonce ce qui va se passer après l'épreuve, qu'il y aura à manger parce que c'est vrai que les épreuves de confort, il y avait des avantages certes, mais il n'y avait pas de vrai repas. Donc les candidats sont plutôt contents de cette nouvelle parce que tout le monde a faim. C'est vrai que ça commence à faire presque 6 jours là qu'ils sont là, donc ça commence à faire un petit moment sans manger un repas chaud parce qu'il n'y a pas grand monde qui a le feu. Les violets l'avaient eu un moment, mais ça n'a pas duré, donc vraiment c'est un peu compliqué. On a une Stéphanie qui est ravie parce que c'est vrai qu'elle a eu un beau confort avec le local qui est venu sur leur camp, mais c'est pas un vrai repas. Donc là, elle veut vraiment un repas qui remplit le ventre. On a François qui est ultra excité de manger. Il commence vraiment à craquer. Et c'est vrai que là, je trouvais qu'au niveau du montage, il mettait énormément la fatigue de François. Vraiment, le côté, il n'en peut plus, il est fatigué, il a faim. Et je me suis dit, est-ce qu'on n'aurait pas un abandon de François? Vraiment, j'insiste. Je voulais vraiment que Matteo revienne. Puis c'est la 2e fois qu'il dit ça. Je me dis, ils insistent beaucoup sur ça. Donc j'ai espéré. Je vais pas vous cacher parce que je préfère largement Matteo à François, même si François est très bon, je l'enlève pas. Mais en tout cas, j'avais un petit espoir. Vraiment, j'insiste parce que j'avais les doigts croisés. François donc rend le totem à Denis et là, il annonce que l'épreuve de confort est individuelle. Donc, petite nouveauté pour les candidats. Et il réagit pas trop. J'avoue que les plans sur les candidats, c'était en mode ah d'accord, ok, super. Je sais pas, réagissez un petit peu parce que du coup, individuel, ça vous fait pas penser à l'ancien Koh-Lanta où c'était individuel et que du coup, l'aventure était chamboulée. Donc, ouais, je trouve qu'ils réfléchissaient pas trop. On avait l'impression que voilà, ça leur faisait ni chaud ni froid de faire un individuel. Ok. Et donc, c'est une responsabilité individuelle. Une malédiction pour le dernier, donc il ne faut vraiment pas être le dernier à cette épreuve. Et cette malédiction, c'est un nouveau bracelet. Donc déjà que Yannick et Pauline ont un bracelet à leur poignet, un 3e bracelet tombe entre les mains des candidats. Donc Denis répète que clairement le bracelet, c'est un vote à chaque conseil jusqu'à la réunification et le premier conseil de réunification inclus. Ils auront un vote
contre eux. Et aussi pour préciser, parce que Yannick et Pauline ont déjà un bracelet, que si c'est eux qui arrivent dernier, ils n'auront pas un vote, mais 2 votes, vu qu'ils auront 2 bracelets. Eh ben sympa, ça fait plaisir comme nouvelle, donc j'espère que Yannick ou Pauline n'arriveront pas dernier. Bon, je vous avoue, c'est pas des candidats que j'adore, en particulier Pauline, je m'en moque un peu, c'est un peu un fantôme, donc j'en avais un peu rien à faire. Mais bon, voilà, c'est clairement pas mes candidats préférés, donc j'étais pas trop en panique, je vous avoue que ça ne me dérangeait pas s'ils avaient 2 bracelets. Il dit également que les 2 premiers auront un avantage stratégique en plus de la nourriture. Donc là, vraiment, c'était souligné, on savait que c'était comme les 4 terres avec l'épreuve des koalas retournés où Alix et Becca avaient gagné et étaient devenus les nouveaux chefs d'équipe. Ce sera strictement la même chose, pas de grosse surprise, c'est un peu décevant d'ailleurs ça, j'aurais bien aimé un peu de nouveauté, mais bon, voilà, clairement, on a vite compris, je pense que même certains candidats sur le coup ont compris que ça pouvait être ça, et il explique l'épreuve, donc une épreuve inédite, ça a sûrement été pris sur Survivor, encore cette histoire. Il faut tenir sur les mains, sur le dos des mains, il me semble, en équilibre, des espèces de petits bâtons, et des bâtons qui sont au bout en pointe sur les mains. Alors moi, clairement, j'ai des bâtons comme ça en pointe sur mes mains, sur le dos de mes mains, ça tient 2 secondes, ça va me saouler, je vais lâcher au bout de 10 secondes. Donc vraiment respect aux candidats qui sont allés très loin dans cette épreuve, parce que moi, j'aurais pété un câble assez rapidement, et donc il faut tenir ces bâtons sur ses mains, qui sont posés sur des cordes qui sont en hauteur, et ils sont également sur une petite plateforme, donc c'est vrai que l'épreuve est vraiment pas simple, il y a beaucoup de difficultés. J'avoue que je pense que je n'aurais pas tenu très longtemps sur cette épreuve, je me serais peut-être surpris, mais je me dis que c'est un peu plus compliqué que prévu. Les filles sont avantagées, alors je vous avoue que j'ai pas eu l'information, est-ce que les bâtons étaient plus longs ou plus lourds, même s'ils étaient légers de base, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui a été dit. Les filles sont en tout cas avantagées, parce qu'apparemment c'est plus compliqué pour les filles cette épreuve que pour les hommes. J'ai pas trop compris pourquoi, mais ok. Donc n'hésitez pas à me compléter dans les commentaires, parce que je me rappelle plus trop ce qu'il a dit. J'étais en train de taper, je n'ai pas entendu cette phrase. Et donc l'épreuve commence et il repleut énormément, vraiment dans tout cet épisode, il pleut tout le temps. Ça devait être un enfer à vivre parce que vraiment la pluie s'acharne. Tout le monde tremble, mais ils sont assez concentrés. On a vraiment un Maxime qui tremble beaucoup. J'étais un peu surpris parce que bon, Maxime, c'est surtout les épreuves de force. Et là, j'avoue que bon, c'est vrai qu'au niveau statique, je me dis, il est pas si fort que ça finalement. Mais le pire, c'est vraiment Benjamin qui est en PLS, qui tremble dans tous les sens. Nicolas tremble aussi. On a Ambre aussi qui est pas non plus ultra stoïque sur l'épreuve. Et finalement, très rapidement, Yannick fait tomber ses bâtons et il est dernier d'épreuve. Donc, il se tape le 2e bracelet et donc 2 votes à tous les conseils jusqu'à la vérification et le premier conseil de la vérification inclus. Donc vraiment, Yannick, tu te moques de moi. Là, qu'est-ce que c'est que cette performance? J'étais ultra surpris, même si clairement Yannick, il va plus se montrer dans les épreuves de force, de nage peut-être ou de rapidité. Là, bon, c'était pas pour lui, mais de là, le dernier, ça m'a vraiment choqué. Tant pis pour lui. Bon, s'il s'en va, je serais pas ultra content parce qu'il mérite d'aller plus loin, mais je serais pas non plus hyper triste. Mais bon, je me dis, 2 bracelets, c'est un peu violent. Et on voit Benjamin qui lâche assez rapidement parce que je pense qu'il était conscient qu'il n'irait pas plus loin que ça. Suivi par François et Alexandra. Alexandra, j'étais un peu surpris. François, c'est clairement une armoire, donc on sait que lui, c'est surtout la force. Mais Alexandra, je m'étais dit qu'elle pourrait tenir un peu plus. Maxime tient le coup encore, il tremble et il se bat un petit peu, il tient le coup. Denis annonce que maintenant, ils se battent pour être dans les 2 premiers pour avoir l'avantage ainsi que la nourriture. Fouzi tremble également. Et puis là, Maxime, sans surprise, fait tomber ses bâtons assez rapidement et Samira la suit également. J'étais un peu déçu de Samira parce que je l'aime beaucoup et j'aurais bien aimé qu'elle soit dans les 2 premières, donc dommage, mais bon, c'est comme ça. Jean-Charles aussi également fait tomber ses bâtons, suivi de Fouzi, Stéphanie, Ambre, Pauline, Seta, c'est vrai que ça s'enchaîne beaucoup. On a Colin ensuite qui fait tomber ses bâtons, suivi de Nicolas. Ils sont plus beaucoup, ils sont 6, il reste Louana, Jean-Philippe, Olga, Géraldine, Bastien et Anne-Sophie. Et ils sont assez impressionnants. Et celle qui m'a le plus bluffé, c'est Géraldine, parce que c'est vrai que ça fait 2 épisodes qu'on la voit pas beaucoup, c'est la doyenne, elle me fait clairement penser à la Marguerite des Fidji, donc je me dis c'est pas une candidate impressionnante sur les épreuves, et là elle tient le coup. Donc vraiment chapeau Géraldine, j'étais un peu sur les fesses, ça m'a vraiment bluffé. Je la voyais pas du tout performer sur cette épreuve, et là elle montre que clairement c'est une candidate qui peut faire peur, on va pas se mentir. Mais de ceux qui restent, c'est quand même Bastien qui tremble le plus et rapidement il fait tomber ses bâtons. Olga galère, à un moment elle tente un petit rattrapage mais finalement ça lâche. J'étais vraiment déçu parce que je me dis Olga aurait pu surprendre et finalement non. Bon, très belle performance, on ne va pas critiquer, mais j'aurais espéré qu'elle soit dans les 2 dernières. Et donc ils ne sont plus que 4 et ils sont vraiment impressionnants. Le chapeau bas, moi j'aurais jamais tenu autant. Louana ne bouge pas, Géraldine tient vraiment bien également. Jean-Philippe se concentre mais finalement il finit par lâcher. Voilà, c'est dommage pour Jean-Philippe, c'était le dernier homme. Donc bravo à lui, le dernier homme à tenir sur l'épreuve. Et clairement, c'est pas un candidat que j'aurais attendu sur cette épreuve. J'aurais plus vu par exemple un Mathéo, mais il n'était plus là. Il a un peu le même profil que François, donc pour moi, il allait pas tenir longtemps. Mais là, il a prouvé qu'il pouvait même tenir en statique. Donc j'espère qu'il ira un peu loin, Jean-Philippe, pour prouver que sur toutes les épreuves, il peut être très très bon. Et donc on apprend que ça va être une victoire féminine. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que je suis souvent pour les femmes dans Koh Lanta, donc j'étais vraiment content. Et les 3 femmes qui restent ne lâchent pas. Elles sont vraiment incroyables. Géraldine, vraiment, je le répète, m'a bluffé. Et l'attention est à son comble. On se demande qui c'est
sait qu'il va tirer son épingle du jeu des 3 restantes. Et là, on sent que Géraldine, elle bouge les mains, on a l'impression qu'elle tente de se dégourdir les mains. Et là, le bâton tombe, donc je me dis c'est un peu dommage. Elle a quand même tenu 25 minutes, c'est plutôt pas mal. Et là, le duel final entre Anne-Sophie et Loana commence et je me dis mais qui va gagner? Moi, c'est 2 candidates que j'aime bien. Anne-Sophie m'avait beaucoup surpris dans l'épisode 1 et Loana dans l'épisode 2, alors que c'est des candidates quand j'ai vu les portraits sur lesquels je n'aurais pas mis grand-chose, j'aurais pas parié grand-chose. Et finalement, là, elles sont plutôt efficaces. Elles prouvent qu'elles sont pas là pour rigoler, les filles. Donc vraiment, ça confirme que ce sont des bonnes surprises pour le moment. Et on dépasse ces 30 minutes et c'est vraiment impressionnant. Moi, jamais je ferais ça. Bravo à elles. Elles ne lâchent pas, elles sont concentrées de ouf. Loana est en âge total, elle transpire dans tous les sens. Anne-Sophie semble épuisée mais elle lâche pas. On a même les violets qui la soutiennent de loin, tout bas pour pas trop la perturber, mais on sent qu'ils sont avec elle. Ils susurrent des encouragements même si elle les entend pas, ils sont avec elle. Mais on voit quand même que les bâtons de Anne-Sophie sont vraiment à 2 doigts de lâcher au niveau de la corde, alors que Loana c'est plutôt bien. Et finalement Loana remporte l'épreuve. 34 minutes de lutte, c'était vraiment incroyable. Souvent, ce genre d'épreuve, je m'ennuie un peu parce que, bon, voilà, c'est statique, il se passe pas grand-chose. Mais là, félicitations aux filles, elles ont vraiment créé un peu de tension, de suspense. Il y a une bonne partie des candidats qui étaient plutôt bons, surtout les 6 derniers. Mais là, les 2 filles, vraiment, bravo, j'ai rien à dire. Et c'est Loana, donc, qui est très contente. Elle est un peu fatiguée, mais elle est très contente d'elle. Et de l'autre côté, Anne-Sophie est vraiment déçue de sa performance. Elle parle de ses enfants. Donc là, je dis, bon, allez, c'est le genre de truc que je déteste, ce discours, les enfants, gna. Alors, c'est vraiment les trucs qui m'insupportent. Bon. Je n'ai pas d'enfant, donc forcément, je ne comprends pas ce qu'ils ressentent à ce moment-là quand tu penses à tes enfants sur une épreuve comme celle-ci, mais pour moi, on ne fait pas Koh-Lanta pour ses enfants. Donc dès que ça parle des gamins, ça m'énerve. Mais bon, voilà, elle voulait prouver à ses enfants et à sa famille et à elle-même qu'elle pouvait être forte. Honnêtement, je l'aime bien, Anne-Sophie, donc ça m'a un peu rendu triste de la voir dans cet état, mais il faut vraiment qu'elle soit contente d'elle aussi. Elle n'a pas à rougir de sa performance. Vraiment, bravo. Et les filles rejoignent leur équipe sous les félicitations. Les violets reboussent Anne-Sophie qui est vraiment en larmes parce qu'elle est tellement déçue de ne pas avoir gagné alors qu'elle était proche du but. Mais on sent quand même que les violets sont soudés, il la rebooste un max alors qu'elle craque, vraiment elle est soutenue. On a aussi le petit moment de Géraldine, Denis la félicite sur sa performance, elle est plutôt contente, elle dit voilà je peux prouver que je vaux quelque chose sur Koh-Lanta, que je peux aussi être dangereuse sur les épreuves, donc vraiment je suis fière de moi et elle a raison, elle peut être fière d'elle, bravo. Et Yannick de l'autre côté c'est plutôt la soupe à la grimace, clairement cette épreuve c'était vraiment pas pour lui. Il explique que bon voilà vu son gros physique ça l'a un petit peu desservi. Bon, soit, je pense que c'est pas forcément à cause de ça, mais bon, ça l'a desservi, il est déçu et il espère avoir des épreuves de force pour s'illustrer un peu plus. Après, il accepte la sentence, il est assez humble et il récupère le 2e bracelet et donc le pauvre Yannick se tape 2 voix à tous les conseils jusqu'à la réunification, ça peut lui être fatal. D'ailleurs, quand je parlerai à la fin de la review de la supposition que j'ai sur un éventuel twist caché des spectateurs, je vous en parlerai un peu d'Yannick. Mais donc 2 voix, c'est assez violent, mais c'est comme ça et il dit qu'il va clairement pas lâcher, qu'il lui en faut plus pour se décourager et il prévient qu'il ne va pas se laisser faire. Et donc c'est le moment où Denis va annoncer l'avantage des 2 premières et là 0 surprise, je vous avoue j'étais un peu déçu, bon j'étais très content d'avoir raison parce que j'ai souvent raison, je le souligne, je sais que certains d'entre vous ne le diront pas donc je préfère le dire moi-même, souvent quand j'estime des trucs ça se passe, donc pas de grosse surprise, on savait que voilà ça allait être les 2 chefs d'équipe, les 2 premiers, donc Loana et Anne-Sophie deviennent chefs d'équipe, Loana pour les rouges et Anne-Sophie pour les jaunes, donc Loana ne choisit pas sa couleur, j'étais un peu déçu parce que moi si j'avais été premier à l'épreuve et que je devais choisir, j'aurais choisi le jaune clairement, parce que souvent je suis pour les jaunes, bon pas cette saison du coup parce que je préfère les rouges, après la composition des équipes je préfère les rouges, mais en tout cas voilà, pas de grosse surprise, et donc c'est parti pour le swap et pour la composition des équipes, et là Denis lui annonce qu'elle va d'abord choisir chez les bleus, et là chez les bleus elle se jette sur Maxime, elle le trouve complètement complet, donc c'est une évidence pour elle. De son côté Anne-Sophie choisit Colin, moi à sa place j'aurais choisi Fouzi, mais ok, Colin n'a pas non plus un maillon faible, donc bon pourquoi pas, elle aime sa détermination et sa rage de vaincre. Loana elle de son côté prend Samira chez les bleus, elle pense qu'elle a la rage sur les épreuves, et en plus elle peut amener de la bonne humeur, donc pourquoi pas, moi j'aime beaucoup Samira, donc pourquoi pas, j'aurais quand même choisi Fouzi, mais pourquoi pas, je pense que là c'est surtout qu'ils choisissent un homme, une femme, c'est pour ça qu'elle a choisi Samira. Anne-Sophie elle choisit Olga, c'est vrai qu'Olga on la voit pas trop pour le moment mais elle pique ma curiosité, j'ai vraiment envie qu'on la voit un peu plus, donc un choix assez logique en fait parce qu'elle peut apporter quelque chose à son équipe, on a vu que sur l'épreuve elle était plutôt bonne. Puis Loana choisit Fouzi, alors clairement moi j'aurais choisi en premier Fouzi, même si Maxime est assez incroyable, mais Fouzi je pense c'est un très bon élément, il a une force, il est calme sur le camp, il a la force sur les épreuves. Fouzi de son côté il est très content d'être choisi, il veut un peu plus prouver sa force sur les épreuves parce que pour l'instant il dit qu'il a pas fait grand chose, je le trouve un peu dur avec lui mais c'est vrai que bon il a pas fait de grosses percées sur les épreuves, je suis assez d'accord. Et Anne-Sophie doit choisir entre les 3 qui restent et elle prend Alexandra, elle dit que physiquement elle a fait ses preuves surtout en natation, qu'elle est hyper bonne, donc elle pense que ça peut être un bon atout et il n'en reste plus que 2 et Loana prend finalement Géraldine au lieu de Benjamin. Alors je vous avoue que j'étais un peu surpris, certes Géraldine a été très bonne sur l'épreuve des bâtons mais je me dis Benjamin le pauvre sur l'épreuve d'avant il avait été assez fou et là c'est un peu triste parce que c'est la 2e fois qu'il est dans les derniers, il avait
pas été dernier parce que c'était Matteo à la première composition des équipes, mais c'est un peu dur, le pauvre, ça fait 2 fois qu'il se retrouve dans le bottom. Je me dis, finalement, Benjamin, le stratège, va peut-être pas faire long feu dans l'aventure, mais bon. Donc Géraldine est choisie, tant mieux pour elle, je pense qu'elle donne un peu plus de confiance qu'au départ. Et Benjamin file donc chez les jaunes, chez Anne-Sophie. C'est un peu violent, bon, il n'y a pas de réaction, donc il a pas l'air non plus trop perturbé, mais bon, choisi dernier, ça fout un peu les boules, clairement. Ensuite, Louana apprend qu'elle doit choisir chez les verts, donc son ancienne équipe, et très rapidement, elle choisit François, c'est une évidence pour elle, clairement c'est une armoire à glace. Il a un petit tempérament de gagnant, donc clairement je peux comprendre, c'est un moteur, hein, François, donc elle le choisit direct. Et de son côté, Anne-Sophie décide de se concerter avec son équipe pour le prochain choix. C'est la première fois qu'elle se concerte, elle décide de discuter avec les premiers membres de son équipe pour choisir le suivant. Et là, il décide de prendre Nicolas. On sent que Louana est dégoûtée, et finalement je peux la comprendre, parce qu'apparemment il était vraiment fun sur le camp, il mettait une bonne ambiance, donc elle est déçue, elle les félicite quand même, elle dit mais vous avez bien rigolé. Et c'est vrai qu'on ne voyait pas cette facette de Nicolas, donc je me dis finalement Nicolas peut être un bon atout pour une équipe. En tout cas, il peut rebooster et mettre beaucoup d'ambiance sur le camp, donc c'est top. Louana est dégoûtée, on peut la comprendre du coup. Et Louana décide d'un coup aussi de se concerter avec les siens, comme a fait Anne-Sophie. Et là, ils prennent Jean-Philippe. Donc moi, j'avais peur qu'il ne soit pas pris tout de suite parce que c'est vrai qu'il a un gros caractère, il prend beaucoup de place et finalement, c'est bon, ils le prennent. De son côté, Anne-Sophie choisit Seta. Elle se retrouve, elle se connaissait déjà de chez les violets. Et donc Pauline, la dernière des vertes, file chez les rouges. C'est pas surprenant que Pauline soit la dernière choisie, clairement. C'est pas non plus une aventure incroyable, elle est un peu fantomatique pour le moment. Elle a rien prouvé sur les épreuves. En plus, elle a un bracelet. Donc clairement, c'est pas ouf. Et là, c'est au tour d'Anne-Sophie de choisir dans son ancienne team, c'est-à-dire les violets. Et direct, elle choisit Bastien sans surprise. Je vous avoue que dès qu'elle a dû choisir, je dis oulala, ça va être soit Yannick, soit Bastien. Et finalement, donc elle choisit Bastien, qui en plus arrive les mains chargées parce qu'ils ont fait plein de petits ustensiles pour la survie. Donc c'est cool. Et Bastien est très bon. Il l'a prouvé sur l'épreuve des toits. Il est assez efficace. Donc je pense que c'est un candidat assez feel good. Donc c'est le choix assez évident. Pas de grosses surprises. Louana discute de son équipe et là, elle fait plein de propositions stratégiques. On a même donné qui derrière, bon allez, faut choisir maintenant. Tellement ils discutent. Je la trouve plutôt maligne. Je pensais pas que Louana avait une si belle vision du jeu. On sent qu'elle voit loin et qu'elle réfléchit. Clairement, elle explique que s'ils choisissent Yannick, ça fait beaucoup de candidats avec des bracelets et que stratégiquement, c'est peut-être pas le meilleur choix. Moi là, je la félicite parce que vraiment, elle réfléchit. Les autres semblent assez en accord avec elle. La pluie débarque d'un coup. C'est une petite parenthèse sur la pluie, mais vraiment la pluie, ça ne s'arrête jamais. Et là, elle annonce qu'ils choisissent Jean-Charles en assumant clairement la stratégie aux yeux de tout le monde. Ah bon, ok, j'aurais pu ne pas le dire aussi parce que l'équipe d'en face n'est pas obligée de le savoir. Et elle dit j'ai pas envie d'avoir 3 colis sur mon camp, dans mon équipe, c'est un peu compliqué. Et donc Yannick, vu que c'est le dernier homme, il file chez les jaunes. On a une Sophie qui est ravie parce qu'elle dit moi ça aurait été mon premier choix direct parce qu'elle s'entend super bien avec lui. Et en plus c'est une grosse force pour l'équipe. Donc elle est très très contente. Louana ensuite choisit sans surprise Ambre parce que c'est son ancienne camarade de chez les Verts à l'origine. Et donc Stéphanie, la dernière des violets, rejoint les jaunes avec son allume-feu. Donc c'est plutôt pas mal. Ils vont pouvoir refaire le feu sur leur camp. Louana et Anne-Sophie récupèrent leur nouvelle bannière et les jeunes repartent avec 1,5 kg de riz. Donc ça fait vraiment plaisir. Ils vont pouvoir manger chaud s'ils arrivent à faire le feu. Donc ça c'est top. Et vu qu'elle est arrivée première, Louana a 1,5 kg. Et les rouges, Anne-Sophie est arrivée deuxième, donc ils ont 750 grammes. Donc c'est la moitié, mais c'est déjà ça. C'est mieux que rien. Surtout qu'ils ont l'allume-feu de Stéphanie. Donc ça c'est top. Et très vite, Denis annonce que vu que les jaunes ont l'allume-feu, ils vont donner aussi un allume-feu pour les rouges. Je demande, d'accord. Très bien, d'accord, super. Je veux dire, c'est quand même l'équipe des violets qui ont gagné cette épreuve de confort avec l'allume-feu. Il n'y a que Jean-Charles qui est violet et qui avait gagné l'épreuve de confort où ils ont gagné l'allume-feu qui est dans l'équipe des rouges et ils ont quand même l'allume-feu. Je dis très bien, d'accord. Bon, mais ça sert à rien de gagner cette épreuve de confort, alors. Voilà, bon, c'est pas très grave, mais sur le coup, j'étais un peu d'accord. Ok, bon, mais comme ça, ils ont l'allume-feu. Pas de souci. Et les deux équipes repartent sur leur camp, et on va vite découvrir sur quel camp ils vont arriver. Rapidement, on découvre que les rouges arrivent chez les ex-verts, donc les anciens candidats verts sont ravis. En plus, il y en a beaucoup chez les rouges, ils sont 5 anciens verts, si on compte Ambre qui est verte d'origine. Et les nouveaux, c'est-à-dire les 4 bleus et Jean-Charles des violets, découvrent le nouveau camp vert. Louana est très contente de retrouver son camp. Jean-Philippe est ultra excité également. On sent que l'ambiance est plutôt sympa sur le camp, mais très rapidement, Louana est contente surtout de se retrouver avec 5 anciens verts. Donc vraiment, elle a bien choisi son équipe. Elle est très bonne stratège. Vraiment, Louana me surprend d'épisode en épisode. C'est un petit peu une vraie révélation de ce début d'aventure. Je sais pas si par la suite elle va être aussi douée. Mais en tout cas, moi, elle me plaît vraiment pour l'instant, alors que j'aurais pas parié un centime sur elle. Donc vraiment, Louana, elle voit que le jeu peut lui sourire grâce à ses choix d'équipiers. Et d'un autre côté, on a Fouzi et Maxime qui sont un petit peu inquiets, qui commencent un petit peu à paniquer parce qu'ils savent qu'ils sont en infériorité numérique. Et ils veulent rapidement récupérer Jean-Charles. C'est le seul violet d'origine, puisque Ambre est verte de base. Et ils commencent à vraiment réfléchir à une éventuelle stratégie pour contrer les verts.
vert. Surtout que Pauline a son bracelet avec le vote en plus, donc ils peuvent jouer cette carte en se ralliant à Jean-Charles. Donc pourquoi pas. Et d'un autre côté, on a les jeunes qui débarquent sur le camp des anciens bleus. Donc clairement, une page te tourne, les nouveaux arrivants découvrent le camp. Les anciens bleus, eux, ils retrouvent leur camp, donc ils sont très contents. Ils leur montrent les trouvailles culinaires qu'ils ont fait dans le passé. Et tout le monde s'active un petit peu sur le camp. Et là, c'est vrai que la mission, c'est faire le feu le plus vite possible. Et on a Bastien et Stéphanie qui s'y attellent. On a les autres qui sont plutôt excités autour. On sent que vraiment la croupière va tout donner. Et vraiment, c'est une belle surprise, Stéphanie en survie. Je m'attendais pas à ce qu'elle plonge la tête la première dans la survie. Et finalement, si elle l'a prouvé la semaine dernière, et là, elle continue. Elle conseille même Colin qui est un peu excité. C'est vrai qu'il voit un petit peu de feu et il s'enflamme en 3 secondes alors qu'il faut quand même l'entretenir. Il peut s'éteindre en 3 secondes. On a même Bastien qui prend la relève, qui aide Stéphanie. Les 2 anciens violets sont à fond. Tout le monde est patient. Et puis finalement, ils réussissent à avoir le feu. Donc tout le monde s'aide pour entretenir le feu, mais c'est un peu trop tard. Il se rééteint. Et là, très vite, on comprend que ça va être un peu la galère au niveau du feu. C'est vrai qu'ils arrivent toujours à avoir le début et puis après, ça s'éteint trop rapidement. Ensuite, on repart chez les rouges où on a Jean-Charles qui se lance également dans le feu avec Louana. François et Samira sont impatients également d'avoir le feu. Donc on sent que les gens sont unis et qu'ils veulent rapidement vers ce feu pour manger chaud. Surtout que Jean-Charles aimerait l'avoir assez rapidement. Mais bon, il faut être patient et il faut vraiment être bien préparé pour avoir le feu. Donc, il se concentre. Et finalement, on découvre que la nuit tombe et qu'ils n'auront toujours pas le feu. Samira explique, que c'est un peu décevant. Mais que voilà, c'est comme ça, il va falloir être plus performant le lendemain. François, lui, il semble vraiment affaibli. On a l'impression qu'il ne va pas tenir. Et là, j'avoue que vraiment, je persiste, c'est la 3e fois que je le dis. Mais j'espérais pour le retour de Mathéo. Je me suis dit, non mais pourquoi ils mettent autant en avant que François, l'armoire à glace, le leader un petit peu des anciens verts, est aussi affaibli par ce manque de nourriture. Je dis, oulala, ça sent un petit peu l'abandon médical. Donc j'ai un petit peu espéré. On découvrira que pas du tout François est très en forme et n'abandonnera pas. Mais à ce moment-là, je me dis, mais c'est obligé, Mathéo est de retour. Je ne comprends pas pourquoi personne abandonne médicalement. Et donc tout le monde se couche et au réveil, Jean-Charles s'y remet avec François et toute l'équipe. Vraiment, ils veulent le feu à tout prix. En même temps, je les comprends parce que on a du riz et c'est le moment de manger chaud, c'est le moment de se faire plaisir et reprendre des forces pour les épreuves. François prend les choses en main et la flamme est là, on sent que l'équipe va enfin toucher le but ultime et le feu semble au top. Louana, Ambre, Samira, elles font la danse du feu, elles sont ravies, on sent que ça y est, le feu est stable et que ça va être top. Ambre est vraiment contente, Samira elle se bouge direct, elle va déjà récupérer du manioc pour manger le plus rapidement possible. Fouzi est ravie, Pauline également et Géraldine est vraiment soulagée, ça y est, ils vont enfin manger chaud et il y a le feu et le feu clairement a Colette assez la vie, donc tout le monde est content. Mais très rapidement, petite erreur, ils ont mis quelques petits bambous en dessous de la marmite pour faire la cuisson, mais les petits bambous avec la chaleur du feu et de la marmite, ils cèdent, ça fait renverser la marmite sur le feu qui éteint le feu, donc là c'est la panique à bord, ils tentent de le sauver à tout prix et finalement ils réussissent à le sauver. Vraiment chapeau, bravo, ils ont été efficaces, je sais pas si j'aurais été aussi talentueux clairement parce qu'en survie je suis un peu zéro. François et Jean-Charles sont rassurés, mais les hommes veulent refaire un petit peu la même méthode pour la cuisson, mais vraiment vous avez pas compris que c'était une erreur et que vous avez failli perdre le feu. Il y a que Ambre qui les réveille un peu en disant mais plus têtu les hommes encore. En plus, un homme qui est affamé, il est encore plus têtu. Donc voilà. En tout cas, ils ont le feu. Ambre surveille pour pas que les hommes fassent n'importe quoi. En tout cas, le feu est là, ils vont enfin manger chaud et je pense que c'est un soulagement pour toute équipe. Alors que chez les jeunes, toujours pas de feu, mais Colin ne veut pas lâcher et il s'attelle à la tâche. C'est vrai que déjà dans son équipe d'origine chez les Bleus, il avait tout donné avec ce bonbon qu'il a frotté sans limite. Il était à 2 doigts de s'évanouir. Et là, on sent que là, il a pris le coup de main. Il suffit maintenant d'entretenir la flamme. Elle est allumée, ça semble plutôt bon. On sent que l'ancien bleu va tout donner. La persévérance a payé, donc il est vraiment content. Et c'est vrai que là, c'est bon. Le feu est assez stable. Anne-Sophie prépare le manioc et la cuisson se fait tranquille. Les candidats mangent enfin chaud. C'est vrai que merci les allumes-feu. Vraiment, ça y est, les 2 équipes ont le feu. Plus qu'à leur retenir au quotidien et ils vont pouvoir manger tranquillement du chaud avec du manioc, le riz qu'ils ont gagné. Donc enfin, les équipes assez boostées. On a Nicolas qui dit que c'est jouissif. Seta est reboosté et Stéphanie veut même une tournée tellement qu'elle est contente d'avoir mangé chaud. Nicolas est vraiment aux anges. Et c'est vrai qu'on va le voir beaucoup dans cet épisode, Nicolas. Un candidat que j'ai apprécié moyen au début. Et là, plus je le trouve sympa. Et surtout, il dit que la sensation de remanger chaud, la nourriture qui glisse dans la gorge et qui vient dans le ventre fait tout réchauffer le corps. C'est vraiment une sensation incroyable. Je peux le comprendre parce que je pense qu'on s'est privé pendant autant de temps, ça doit vraiment créer une sensation ultra soulageante en fait. Vraiment un confort qu'on n'avait pas. Et très rapidement, on a la convocation à l'épreuve d'immunité. C'est vrai que ça s'enchaîne au niveau des bouteilles. Ça traîne pas les convocations. Et les candidats pensent à l'épreuve des flambeaux. Donc épreuve ultra mythique qui était déjà dans les tout premiers Koh Lanta. Donc ils doivent transporter une grande flamme à travers plusieurs étapes jusqu'à enflammer une grande tour. On sent que c'est ça. Fouzi en plus veut à tout prix gagner car il sait qu'il est en danger. Pas lui spécialement, mais en tout cas les anciens bleus et potentiellement Jean-Charles chez les violets. Géraldine aussi est en panique. Il faut vraiment qu'elle gagne parce que s'ils perdent, elle va être clairement menacée.
ancienne bleue, en plus c'est la doyenne. Je pense aussi que clairement, s'ils perdent, Géraldine peut être rapidement dans le viseur. Donc elle veut tout donner. Les deux équipes arrivent sur l'épreuve et donc c'est bien l'épreuve des flambeaux, épreuve mythique, on connaît tous limite par cœur, même s'il y a plein d'étapes qui changent, c'est pas les mêmes obstacles, etc. Bon, c'est toujours le même principe, faut récupérer une flamme, l'amener sur une grande tour et enflammer la tour, c'est un classique, on connaît. Denis explique l'épreuve, on connaît donc le principe, il y a des changements toujours dans les étapes et dans les obstacles, ok, pas de souci, rien de vraiment novateur, mais ça fait plaisir de la retrouver. Une petite épreuve connue, c'est voilà, ça nous conforte dans notre côté fan de Koh-Lanta, on aime bien revoir les épreuves cultes, donc c'est cool. Finalement, on apprend que Stéphanie ne peut pas participer à l'épreuve, physiquement elle est inapte. Je dis, ah bon, est-ce qu'on n'aurait pas un abandon médical de Stéphanie avec le retour de Mathéo? Oui, vraiment j'insiste, je me dis, ah ben c'est plus François, maintenant c'est Stéphanie. Écoutez, tout est possible, hein, vraiment, il me donne de l'espoir à chaque seconde, même si j'aime beaucoup Stéphanie, que ça m'embêterait un petit peu que ce soit Stéphanie qui sorte pour faire rentrer Mathéo, mais j'ai espéré, encore une fois, le montage et la production m'a fait espérer, clairement, on va pas se mentir, et donc, vu que Stéphanie ne veut pas participer, les rouges doivent choisir quelqu'un de leur équipe pour ne pas faire l'épreuve, et c'est vrai qu'on a un petit cafouillage, personne ne se met d'accord, il y a même Ambre, je crois qu'il propose un vote, Jean-Charles ne comprend pas, il dit que c'est dommage, et très vite, Géraldine se sacrifie, elle dit bon, clairement, ça va être moi. Denis lui demande pourquoi, elle dit ben non, mais personne voulait se désigner, et puis voilà, je voulais la faire, c'est dommage parce que c'est une épreuve culte, mais tant pis, il fallait que je me sacrifie, et personne voulait le faire. Je pense surtout qu'elle a bien senti que c'était l'une des plus faibles et qu'elle voulait pas faire de la merde sur l'épreuve, donc elle s'est dit bon, je vais pas me risquer, au moins on pourra pas me reprocher d'avoir été nul sur l'épreuve. Et donc l'épreuve commence et on sent vraiment que François et Louana mènent du côté rouge et François est même novateur et sur la première étape où on doit enjamber des bambous, lui il décide de marcher dessus en équilibre, il dit à tout le monde allez c'est bon on marche dessus et c'est vrai que ça crée une petite avance pour l'équipe, ils sont pas énormément en avance mais un petit peu. Ensuite on a un mur de bois, donc il faut faire passer la structure à enflammer à travers un couloir où les murs sont faits de troncs de bois et à travers les espaces entre les troncs il faut faire avancer efficacement la structure. Donc ça, on connaît déjà un petit peu ce genre d'obstacle. Et c'est vrai que les rouges sont quand même un petit peu en avance. On sent qu'ils mènent l'équipe. Ils confirment. Ensuite, on a un nouveau mur de cordes. Donc là, il faut défaire le plus rapidement possible les cordes afin d'enlever les 2-3 troncs qui dérangent pour le passage. Les rouges sont très efficaces. Ils continuent leur progression. Mais les jeunes ne lâchent pas. Ils sont pas loin. Ils sont juste derrière. Moi, pour l'instant, je m'étais dit, bon, c'est fait pour les rouges. Mais quand même, ils sont assez proches. On peut se dire qu'ils vont rattraper. Donc, on y croit aussi pour les jeunes. Même si je suis team rouge, clairement. Ensuite, on a un petit pont où les candidats doivent absolument passer en dessous pour récupérer la structure qui est au-dessus d'eux. Et donc, c'est vrai que bon, les rouges sont efficaces, mais les jeunes aussi. Voilà, c'est un petit peu coude à coude, même si les rouges mènent légèrement. Et puis, ils arrivent à la dernière étape avant de récupérer la flamme. Il faut défaire toutes les cordes pour faire tomber un grand mur. Les rouges perdent un peu de temps. C'est vrai que là, on sent que c'est un petit peu cafouillage. Et du coup, les jeunes se rattrapent un petit peu légèrement. Ils étaient un petit peu en galère sur l'étape d'avant. Et là, franchement, ça va. On sent que les jeunes peuvent rattraper. Louana et François mènent l'équipe des rouges toujours. Et ils lead clairement. Ils récupèrent la flamme en premier. Ils courent vers ce petit pont, vers les autres étapes pour aller à la grande tour qui est de l'autre côté pour enflammer cette vasque qui les attend. Et donc, ils enchaînent tous les obstacles, mais les jeunes les suivent vraiment. On sent que les jeunes peuvent rattraper. C'est vraiment du coude à coude qui continue. Les rouges passent l'étape suivante. Ils sont efficaces. Les jeunes donnent tout pour les rattraper, malgré la petite chute de Seta. Oui, je t'ai vu, Seta, chuter. Et pour le mur composé de troncs, les rouges passent assez rapidement, mais c'est un petit peu la débandade du côté des jeunes. Ils le font tomber plein de fois. On sent qu'il y a qu'une Yannick qui essaie de le relever. C'est un peu le cafouillage. J'étais en mode, oh là là, mais alors, ok, c'est mort. Hein. Les jeunes, vous avez perdu. Le conseil vous attend, clairement. Et donc, les rouges arrivent en premier devant cette tour où il y a la vasque en haut. Mais on apprend rapidement qu'avec une allumette géante qu'ils doivent enflammer, donc avec la flamme qu'ils ont récupérée de l'autre côté, ils doivent brûler des petites cordelettes afin d'avancer dans un espèce de labyrinthe composé de toutes ces cordes. Et donc, faut être vraiment méticuleux, observateur, faut vraiment bien regarder. Mais là, c'est un petit peu compliqué pour les rouges. Ils perdent énormément de temps. Ils n'écoutent pas du tout Samira qui dit, bon, ben voilà, c'est juste là la cordelette, vous êtes pas dessus, vous êtes pas dessus. Et on sent une Samira qui ose pas trop s'imposer, donc c'est un peu compliqué, c'est vraiment cafouillage et ça permet aux jeunes de rattraper assez rapidement. Ils se refont et clairement, là, c'est vraiment plus du coude à coude et les jeunes passent devant pour la première fois, ils passent devant les rouges. Donc là, les rouges, c'est un peu la panique, hein, clairement, juste pour quelques erreurs d'inattention et une non-écoute, une Samira qui n'a pas su s'imposer. Les jeunes prennent clairement le lead et on sent qu'ils sont ultra efficaces, ils sont ultra concentrés et c'est surtout Yannick qui mène l'épreuve. Il est vraiment assez incroyable, il porte l'allumette de toutes ses forces avec son équipe certes, mais on sent que c'est vraiment lui qui fait le plus gros travail et ils sont vraiment pas loin, on sent que la victoire est vraiment à leur portée et là les jeunes embrasent leur vase et ils remportent l'épreuve devant des rouges désabusés, un peu surpris de perdre alors qu'ils menaient depuis le début et ça prouve vraiment que dans Koh-Lanta, sur les épreuves, dans l'aventure en général mais aussi sur les épreuves, il faut jamais lâcher, il faut toujours y croire. Il y a vraiment là les jeunes ont tout donné, ils n'ont jamais lâché, ils se sont jamais découragés et finalement ils ont gagné. Donc félicitations à eux. J'étais un peu déçu pour mes rouges,
clairement, mais félicitations à eux, on ne peut que les féliciter. Il repleut de ouf, vraiment cette pluie est un enfer cette année, ça s'arrête jamais. Et donc Yannick témoigne, il dit qu'il est très fier, qu'il a enfin montré sa valeur sur les épreuves, que voilà, c'est vrai que sur l'épreuve des petits bâtons, il avait été un peu mauvais, il était arrivé dernier. Et donc là, il est vraiment heureux de montrer de quoi il était capable. Et de l'autre côté, on a un François qui est vraiment déçu. C'est une erreur de précision, voilà, il fallait un petit peu écouter Samira, mais Samira en même temps, c'est pas trop imposé, elle a pas voulu non plus empiéter sur François et Louana qui menaient l'épreuve. Voilà, c'est dommage parce que si c'était mieux concentré, s'ils avaient été plus à l'écoute, ils auraient pu remporter haut la main. Et là, on apprend qu'ils ont pas de totem maudit, donc je me dis, bon, ils l'ont déjà eu à l'épreuve de confort, mais pourquoi pas un petit totem maudit, je sais pas, ils font une épreuve tout de suite et le dernier à cette épreuve, il a un vote contre lui, enfin, je sais pas, inventer un petit truc, un petit twist. Je dis pas de totem maudit pour eux, c'est dommage, pourquoi pas, un petit twist surprise. Et très vite à ce moment-là, je dis, bon, clairement, ça va se jouer entre Géraldine et Pauline. Pauline qui a son bracelet et Géraldine qui est en infériorité stratégique et surtout qui est la doyenne, donc la plus faible entre guillemets, malgré sa belle performance sur l'épreuve des bâtons, l'épreuve de confort, il faut pas oublier. Les jeunes rentrent donc sur leur camp victorieux, Yannick est vraiment fier, voilà, il voulait montrer à ses proches et en particulier sa fille, donc là c'est bon, il parle encore de ses proches, de sa fille, gna gna gna, mais bon, il dit que voilà, il voulait prouver à ses proches et à sa fille qu'il a des grosses capacités, qu'il peut faire de belles choses sur Koh Lanta, donc il pense à eux pour réussir. Et là on a le portrait de Yannick, et donc c'est vrai que c'est le deuxième portrait version longue que nous avons, puisque la semaine dernière on avait eu Benjamin, on n'a pas eu les portraits de Céline, de Franck, de Mathéo ou de Lily, mais on a les portraits donc de Yannick et Benjamin. Et Yannick, c'est vrai que son portrait il tourne énormément autour du basket, comme son mini portrait sur MyTF1 avant la diffusion des épisodes. Et un petit peu sa fille, on apprend effectivement sa fille, il ne la voit pas souvent vu qu'elle vit à Genève et que lui il vit en France. Donc voilà, petit portrait de Yannick, ça fait plaisir de voir un peu plus de lui, même si c'est vrai que c'était surtout concentré sur le basket, on va pas se mentir. En tout cas, l'équipe est heureuse, ils veulent continuer sur cette lancée, ils sont motivés et on repart très vite chez les Rouges où les stratégies vont vraiment se faire, les tractations vont bien avancer clairement avant le conseil. Et c'est un peu la soupe à la grimace niveau ambiance. Géraldine est grave en panique, elle a l'impression de subir un peu cette situation vu qu'elle n'a pas participé à l'épreuve et elle n'avait pas son destin en main. Et là elle se dit je vais sortir alors que j'ai même pas participé à l'épreuve, c'est un peu dommage j'ai pas pu me défendre. Les stratégies donc je disais commencent vraiment à affluer partout. Pauline est clairement inquiète aussi parce qu'elle a le bracelet. Il suffit juste que les bleus s'allient à Jean-Charles et c'est bon, Pauline elle sort vu qu'elle a un vote en plus. François lui de son côté veut sortir Samira. Je dis pourquoi, elle a peut-être un gros caractère mais pour l'instant elle l'a pas montré et surtout que sur les épreuves elle est plutôt efficace, c'est pas non plus un bulldozer mais elle est plutôt bonne Je comprends pas pourquoi c'est pas Géraldine qui est plutôt visée, ça me semblerait plus logique. Louana elle est déçue de ce choix parce qu'elle pensait donc à Géraldine et elle aime bien Samira donc elle est un peu déçue du choix de François mais on sent qu'elle va pas trop défendre son idée. Mais de son côté dans sa tête, elle a une autre idée, c'est de surtout s'allier à Jean-Charles. Certes, ils sont 5, donc en supériorité dans l'équipe, mais s'il pouvait rajouter Jean-Charles, ce serait pas mal. Donc François, il traîne pas et il dit à Pauline, moi je propose à Jean-Charles de s'allier. Donc comme ça, tranquille, on est vraiment en supériorité numérique au niveau stratégie. Il lui dit même à Pauline, je vais carrément lui dire que si il nous suit pas et que Pauline est éliminée, Pauline donnera son bracelet à Jean-Charles. Clairement, on est dans la menace, là, on va pas se mentir. J'étais en mode, mais vous allez menacer le petit Jean-Charles qui est tout mignon dans son coin, qui est tout choupi. Je vais être d'accord, c'est pas trop cool. Pauline déclare que c'est une bonne idée, mais bon, ça la gêne un peu. Elle va pas, elle parle même de menace, comme je viens de le dire. Mais François, ça le gêne pas. Il va directement voir Jean-Charles. Il les cache en disant qu'il sera la balance des votes. Jean-Charles qui se retrouve un peu le seul violet d'origine dans son équipe. Et il dit clairement, si Pauline vire, t'auras le bracelet, quoi. Je sais pas si c'est une très bonne stratégie. On découvrira que, ça lui a pas porté préjudice à François. Mais je me dis, c'est un peu violent de menacer ce pauvre Jean-Charles. C'est pas une stratégie non plus incroyable. La dernière personne qui a menacé un candidat s'appelle Shanice. On a vu le résultat. Donc vraiment, est-ce que c'est une bonne idée de menacer Jean-Charles? Clairement, Jean-Charles dit qu'il n'a pas trop apprécié cette menace, mais il a décidé de rester dans le flou. Il a pas dit oui, clairement, ok, d'accord, si j'ai le bracelet à la fin, je préfère rester avec vous. Non, il reste dans le flou, donc on sait pas trop encore ce qu'il va voter. Et là, la tribu se couche pleine de doutes, et vraiment, on sent que la tension est très palpable. Le lendemain, toujours chez les Rouges, les tractations continuent. On apprend que Samira veut viser François, donc j'étais un peu surpris, c'est quand même l'armoire à glace de l'équipe, même s'il s'impose beaucoup et qu'il a la rage, il peut vraiment être un atout pour l'équipe, au moins jusqu'à la réunification. Après, on peut le virer, pas de souci, mais là, tout de suite, c'est dommage. Elle propose à Pauline de le sortir. Donc, clairement, c'est sa stratégie. Elle veut voir Pauline, qui est le bottom de la stratégie verte, on va pas se mentir, pour qu'elle change son vote, qu'elle trahisse les verts et qu'elle vote avec eux. C'est un peu osé, je trouve, en plus de tout balancer à Pauline. On sait que Pauline, elle peut très bien aller voir les verts et dire, en fait, Samira, elle est très stratège, elle veut dégager François, en fait. Donc, je trouve que Samira n'a pas été trop maline. Elle aurait pu être plus subtile, en tout cas, même si c'était ça son but, pourquoi pas. Je me dis, oui, Pauline, on sent vraiment que c'est la brebis galeuse de la stratégie verte, donc pourquoi pas l'attirer dans son camp et puis la faire trahir un petit peu François, et François sort sur un blindside, pourquoi pas. Mais je trouve que c'était
pas très bien fait. Elle a un peu mis trop les pieds dans le plat, c'est un peu dommage. Et on sent une Pauline qui est un peu surprise de cette proposition. Et on sent qu'elle est pas très ouverte. Clairement, elle veut sauver ses fesses, hein, Pauline. Donc elle veut rester dans la stratégie dominante. Voilà, c'est un peu compliqué. En plus, on a Jean-Charles de son côté qui va voir Ambre, puisque c'est son seul repère, étant donné que Ambre a fait partie un petit peu des violets pendant quelques jours. Il dit même que c'est la seule à qui il a un petit peu confiance, vu le passé qu'ils ont eu ensemble. Ils sont pas restés non plus 15 ans ensemble, mais bon, voilà, ils sont restés 2-3 jours. Ça a été une violette un petit peu. Mais d'un coup, après ces stratagèmes et ces tractations, Jean-Charles, il se coupe. Il se coupe la main comme jamais en fait, donc il saigne partout et ils appellent très rapidement les médecins. Et là je dis, est-ce que c'est pas une provocation de la production? On n'aurait pas un autre abandon médical? Après François qui dit qu'il est faible, Stéphanie qui n'est pas apte médicalement à participer à l'épreuve et maintenant Jean-Charles qui se blesse la main en mode peut-être des points de suture, il ne peut plus revenir dans l'aventure. Mathéo va revenir? Vraiment j'espérais, j'avais les doigts croisés, mais Jean-Charles ça me brisait le cœur. Parce que Jean-Charles je l'aime bien, il est vraiment attachant, souriant, feel good, ça m'aurait vraiment saoulé qu'il sorte. Mais j'étais en mode un peu d'espoir pour que Mathéo revienne. Donc j'ai dit vraiment, la production veut me faire croire jusqu'au bout au retour de Mathéo. On a quand même une tribu qui est assez inquiète de ce qui peut arriver. Tout le monde s'occupe de lui. Il y a même beaucoup de monde autour de lui. Il y a sa mère qui fait laissez-le respirer s'il vous plaît. Et je me dis, bon ben voilà, il se coupe avec du bois pour un fustier, c'est un peu dommage. Donc je pense que clairement il a l'habitude de se couper avec du bois, on va pas se mentir. Samira est assez touchée par cette situation, elle est très perturbée. On a Jean-Philippe qui parle du fait que ce n'est pas la lame qui a coupé la main de Jean-Charles, mais c'est le bambou. Donc ça a dû faire vraiment mal parce que je pense que le bambou c'est très coupant. Vraiment ça doit être très douloureux. Bon, clairement Jean-Charles, on a l'impression que c'est normal pour lui, il doit avoir l'habitude, mais moi je pense que je serai en PLS. Je serai en mode Mathéo, les larmes au bord de la plage. Et là d'un coup Jean-Charles, alors qu'il a la main sang et qu'il va peut-être quitter l'aventure. Il raconte des petites anecdotes sur son travail. Il dit même que parfois, quand il se coupe, il se fait des pansements avec des toiles d'araignée. Ambre, elle est choquée. Elle dit carrément, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout n'importe quoi, il se fait des pansements en toile d'araignée. Donc, petit moment cocasse. Et on a un petit peu François et Ambre qui sont pas très optimistes sur la situation. Ils se disent, ah non, putain, mais Jean-Charles, il va virer. Ça va être compliqué du coup, parce que non seulement c'est triste pour lui, parce que je pense que les gens l'apprécient, mais en plus, c'était un atout stratégiquement. Jean-Charles, c'était un petit peu la balance. Donc, c'est un peu compliqué s'il s'en va. Et là, le médecin arrive. On a même Géraldine et Samira qui font plein d'éloges sur Jean-Charles pendant que le médecin s'occupe de lui. Voilà, on sent que c'est quand même un candidat assez aimé par sa tribu et que s'il part et que le médecin l'embarque et le fasse pas revenir, ça va être compliqué pour eux. Ils vont être très déçus. Donc, moi, honnêtement, j'aurais été très déçu également. Donc, je croisais les doigts pour qu'il revienne. Le médecin demande quand même à Jean-Charles de venir avec lui car il peut peut-être avoir touché le tendon. Donc, c'est un peu tendu, hein, clairement, on va pas se mentir. Et on a une Ambre qui est plutôt dégoûtée, elle est abattue. Et là, il s'en va et je me dis, peut-être un retour de Mathéo, qui sait? Vraiment, j'insiste trop avec Mathéo, mais ils m'ont tellement fait espérer dans l'épisode que du coup, à chaque seconde, j'y ai cru. Mais ça m'aurait embêté que Jean-Charles ne revienne pas quand même. Et vraiment, niveau stratégie, ça embête les Verts parce que sans le vote potentiel de Jean-Charles, ça fera une égalité 5 contre 5 puisque Pauline a son bracelet qui lui ajoute un vote. Donc, c'est un peu compliqué. La situation est tendue pour cette alliance verte chez les rouges. On retourne chez les jaunes où là, d'un coup, Seta est au milieu de toutes les discussions. En effet, la rumeur du collier imaginaire de Seta qu'elle avait lancé dans son équipe violette avec Céline, elle enfle la rumeur, clairement. On a même Colin qui veut en parler à Nicolas, mais Nicolas n'est au courant de rien. C'est vrai que Seta n'en a pas parlé quand elle a intégré les Verts, et Nicolas décide d'aller directement voir Seta, il lui fait confiance, il l'aime bien, donc il va vérifier auprès d'elle si elle a un collier ou non, et on apprend très vite que c'est Stéphanie qui a raconté à tout le monde. Stéphanie a fait la poucave, elle a raconté à tout le monde que peut-être Seta a un collier, c'est pas sûr à 100%, mais elle a potentiellement un collier. Bon, Seta n'est pas du tout surprise de Stéphanie, on sent que Stéphanie et Seta, elles ne sont pas copines, on va pas se mentir, mais cette révélation me la met dans une situation assez difficile, la pauvre Seta. On sent qu'elle peut être accusée à tort et à travers, que tout le monde va parler, se méfier et la faire sortir du coup. Nicolas veut qu'elle soit franche, mais elle reste dans le flou. Clairement, elle dit pas oui ou non, elle dit rien de spécial, elle évite un petit peu la conversation, mais Nicolas comprend la situation, hein. Il sait pas trop si elle l'a, ça reste flou, mais voilà, il l'en veut pas parce qu'il est assez attaché à Seta. On a un Colin qui dirait qu'il va voir Nicolas pour dire alors, elle a un collier, elle a pas un collier, on sait pas. Et Nicolas dit mais je ne sais pas du tout, elle ne m'a pas vraiment dit si elle a un collier ou pas. Mais voilà, même s'il apprend qu'elle a un collier et qu'elle lui a caché, je pense qu'il a pas envie de mettre dans une situation délicate parce que ça peut être une potentielle alliée. Faut pas oublier que toutes les équipes ont été éclatées, donc il n'a plus autant d'alliés qu'avant. Et puis surtout, il aime beaucoup, elle a le cœur sur la main, donc voilà, on sent qu'il y a un petit poker qui se joue entre Colin, Nicolas, Seta. Vu comment nous l'ont teasé pendant 2-3 minutes dans l'épisode, je pense qu'on aura une suite dans les prochains épisodes qui vont être diffusés. Donc ça peut être intéressant. Est-ce que Seta va réussir à tirer son épingle du jeu et grâce à ce collier imaginaire, avancer tranquillement au moins jusqu'à la réunification? On ne sait pas, on verra bien, mais en tout cas, c'est quand même bien joué de sa part et puis on la voit très bien qui cherche vraiment le collier au cas où, hein, ce serait bien qu'elle en ait un vrai
et que ce soit pas qu'une rumeur. En parlant de collier, chez les rouges, clairement tout le monde s'est mis à chercher dans tous les sens. Les bleus se sentent clairement menacés, surtout que Jean-Charles est parti, donc la balance des votes ne va peut-être pas revenir et donc ne pas jouer un rôle important au conseil. Et même les bons candidats comme Fouzi ou Maxime cherchent, tout le monde est menacé, ils peuvent sortir un gros candidat aussi. Pourquoi Géraldine tout de suite, même si ça me semble évident. Mais on a les ex-verts qui surveillent et qui empêchent un petit peu les recherches. Et même François, lui aussi, cherche au cas où. Voilà, ça lui, en plus, il aurait le collier et il empêcherait les anciens bleus d'avoir aussi le collier. Et on sent vraiment que c'est un peu compliqué pour lui parce que c'est très boueux, c'est très sale. Voilà, c'est un peu compliqué de le trouver. Là, vu la musique et vu comment c'est filmé et vu comment c'est monté, on sent que le trio Samira, Géraldine ou François sont proches et qu'un des trois va trouver. Alors clairement, je croisais les doigts pour que ce soit une bleue, pour qu'il y ait un échange de colliers et qu'un petit blindside dans le conseil, que ça mette un peu de peps à l'épisode. Et finalement, j'étais complètement dégoûté puisque c'est François qui trouve le collier. Donc, pas de blindside pour l'épisode. Je suis un peu déçu. J'aurais bien aimé que François ou Pauline se fassent sortir sur un collier. Ça aurait été rigolo. Bon, c'était pas des candidats que j'adore, donc ça aurait pas été rigolo pour eux, mais en tout cas pour moi, ça aurait été sympa. Donc clairement, j'étais un peu triste que François trouve le collier, surtout que pour moi, pour l'instant, il n'est pas menacé. Il sera menacé, je pense, à la réunification, mais il peut utiliser que le collier que jusqu'à la réunification. Donc c'est pas non plus ultra intéressant comme move. Mais en tout cas, voilà, j'étais un peu déçu que François l'ait parce que je le trouve pas très intéressant pour le moment. Il est fait trop le leader, trop le Captain America, ça m'agace un peu. Mais pour les autres, les recherches continuent puisqu'ils ne savent pas que François a trouvé le collier. Et François rapidement remarque qu'il y a aussi un mot avec le collier. Donc on apprend que clairement il peut le donner à quelqu'un et que le collier est valable jusqu'au premier conseil de réunification. Très rapidement il le cache dans son slip. Donc voilà une petite pensée pour Patrick qui est le roi de la cachette dans le slip pour les colliers. Et en fait très rapidement, même s'il est en short, ça se voit clairement qu'il a un truc dans le slip. À moins qu'il soit très gâté par la nature, ça se voit clairement qu'il a quelque chose dans le slip. Donc il décide de l'enterrer dans un coin qui repère, bien sûr il n'est pas stupide, afin que personne ne se doute qu'il ait le collier. Un endroit très précis où personne ne peut se douter qu'un collier est enterré ici. Donc bon, malin de sa part. Faut faire attention à bien retenir l'endroit, clairement, mais Lola l'avait fait dans les 4 terres, elle avait retrouvé tranquillement son collier, donc voilà, il a bien fait parce que sinon il aurait été repéré assez rapidement. Et il dit clairement à la caméra qu'il ne sortira que le collier que si Jean-Charles ne revient pas, et il le donnera à Pauline pour stopper les votes des bleus, parce que sinon ça fera égalité, ce sera trop compliqué. Si Jean-Charles revient, il peut potentiellement le garder, et ça y est à Jean-Charles, ce qui fera une majorité au niveau stratégie. Les tractations et les stratégies continuent, on a les bleus qui font plein de stratégies, et surtout Samira en tête qui veut vraiment dégager François. Elle est même en mode, mais on peut virer un garçon ou comment ça se passe? Pourquoi une fille tout de suite? On sent que Samira est très colère là, elle veut vraiment s'imposer, mais je me dis stratégiquement c'est un peu compliqué parce qu'elle veut séduire Pauline. Donc comme je le disais tout à l'heure, c'était pas forcément une mauvaise idée, mais ça n'a pas été fait de la meilleure des manières, elle n'a pas été assez subtile je trouve. Et là on voit que vraiment qu'elle veut tourner Pauline et qu'elle veut l'avoir dans sa poche afin d'avoir la majorité, mais on sent que Pauline est très très fermée malgré tout. Et on a un petit François qui les grille, qui est juste derrière, qui fait bah alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, il comprend rapidement la stratégie de Samira, il est pas si bête que ça François, on croit trop que c'est une montagne de muscles et c'est tout, mais il semble assez malin quand même, il comprend vite les stratégies des uns et des autres, et clairement voilà, il voit clair dans le jeu de Samira, et je pense que Samira en faisant ça se met clairement en danger, alors qu'elle n'était pas forcément menacée, bon, à part par François. Vous voyez plus Géraldine sortir par les verts. Et finalement, Samira, en faisant ça, elle se grille pas mal. Donc, je me dis, ça va être un peu chaud pour elle. Je suis un peu déçu parce que je l'aime beaucoup, Samira. Et là, d'un coup, Jean-Charles revient sur le camp et reste finalement dans l'aventure. Donc, vraiment, mon espoir de Mathéo qui revient s'effondre. Et donc, maintenant, voilà le moment où je voulais vous parler d'un éventuel twist que nous avons inventé avec la pote avec qui j'ai regardé l'épisode hier soir. Et effectivement, on s'est dit, c'est pas possible. Ce plan, il existe avec Yannick qui dit « c'est 0 cadeau maintenant ». Une phrase à peu près comme ça, il dit ça. Et il y a Mathéo derrière et ils ont tous des bandeaux noirs. Donc ce qu'on a supposé avec l'ami avec qui j'ai regardé l'épisode hier soir, c'est que finalement, tous les éliminés, c'est-à-dire Lily, Céline, Mathéo, et donc malheureusement Samira ce soir, vont sur une île des bannis, mais les spectateurs ne sont pas dans la confidence. J'ai vraiment pensé à ça. C'est pas possible que ce plan où Yannick s'énerve soit coupé au montage, parce que ça peut être une scène intéressante, pourquoi l'avoir mis dans le pré-générique pour la couper derrière, et il y a vraiment Mathéo qui est derrière avec un foulard noir. Et même dans le pré-générique et dans le générique, énormément de candidats ont des foulards noirs. Et je me dis qu'en fait, tous les candidats qui sont éliminés, sauf Franck qui a abandonné, sont en fait sur une autre île et ils vont devoir se battre comme l'île des bannis avec Hugo ou comme l'île de l'exil dans le combat des héros où Jérémy était revenu, et qu'un candidat va revenir, ou alors une troisième équipe, comme par exemple dans une saison Survivor, la saison 7 il me semble, où en fait tous les éliminés avant la réunification revenaient et ça faisait une nouvelle équipe. Pourquoi pas? Je me dis que là, les spectateurs ne sont pas dans la confidence et ça peut vraiment être ça. Si vraiment c'est comme la saison 7 de Survivor, c'est le twist de la saison 7 de Survivor, ça peut être top, génial, parce que dans Survivor, le public n'était pas dans la confidence. Donc là, ça peut être top. Et honnêtement,
je mettrai pas ma main à couper, mais j'y crois vraiment beaucoup. Honnêtement, je pense que tous les éliminés sont sur une île et qui vont faire des épreuves ou qui vont réintégrer l'aventure, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, ce plan de Yannick qui s'énerve avec Mathéo derrière, avec ses foulards noirs, c'est un truc des bannis et on n'est pas encore au courant. Et même en plus, je me dis qu'Yannick va potentiellement sortir rapidement vu qu'il a 2 votes contre lui et certains stratèges vont en profiter parce qu'il y a quelques violets et je pense qu'ils vont s'arranger à le faire sortir. Voilà, ce n'est que mon avis. Je n'étais pas sur le tournage, je n'ai pas fouillé internet pour me spoiler, je ne sais pas du tout si c'est la vérité, mais avec mon ami avec qui j'ai regardé cet épisode hier, on a pensé ça. Et honnêtement, je mettrai pas ma main à couper, mais je pense que ça peut être ça, vraiment. Et j'espère un peu comme ça, peut-être que Mathéo reviendra. Qui sait, on sait jamais. Et donc, on sort de ma supposition et on retourne donc sur le camp des rouges, où les stratégies continuent un petit peu, et on ne sait pas trop ce que va faire Jean-Charles. Bon, clairement, moi j'étais, on va dire 70% convaincu qu'il allait avec les verts, pour être dans la majorité stratégique, et 30%, bon, peut-être qu'il va faire un petit blindside de François, mais franchement, j'y croyais pas trop, parce que lui, c'était le sport. Même si Samira, c'était clairement pas la plus mauvaise, mais bon, je me dis, virer François, c'est un petit peu violent. Il est pas du tout fan de cette position et là vraiment quand ils partent tous au conseil on se demande mais qui c'est qui va sortir, vraiment ça commence à être vraiment tendu là. Et donc le conseil commence et là c'est vrai qu'ils vont un peu plus parler que d'habitude donc ça fait vraiment plaisir et François parle de l'épreuve, voilà, qu'il y a eu une petite erreur d'écoute et de technique sur la tour finale et que vraiment cette petite erreur leur a coûté cher et leur a surtout apporté la défaite et ce conseil qu'ils vont affronter tout de suite. Samira de son côté elle parle d'une cassure au moment de changer d'équipe, forcément elle n'est plus avec les mêmes personnes, il faut apprendre à se connaître, voilà, et qu'elle est un peu déçue également qu'après la défaite, il n'y ait pas eu d'explication, qu'il ne se soit pas dit, voilà, vraiment, on peut discuter entre nous, qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait bien, pourquoi on a perdu. On a une Ambre qui confirme, qui dit, effectivement, on est rentré du camp fatigué, on a tous pensé un peu à sa pomme, et on s'est reposé, on n'a pas discuté tous ensemble. Loana souligne également le manque de communication de l'équipe, qu'il faut vraiment se réveiller et être ensemble. Et Samira, qui continue un petit peu de parler peut-être trop, même si je l'aime beaucoup, mais elle a peut-être trop, et qui trouve que certains n'arrivent pas à trouver leur place, donc elle parle un peu à la place des autres, et que ça crée un peu un déséquilibre dans l'équipe. Elle cite notamment Pauline et Géraldine il semble, mais surtout Pauline. Jean-Philippe et François ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'elle dit, donc là Samira est un peu en train de s'afficher. Elle est un peu trop franche je pense. On a Jean-Philippe qui trouve que tout le monde avait la rage et Samira dit mais c'est pas ça que j'ai dit. C'est juste que cette rage, en fait elle s'est éteinte parce qu'il y a certains qui trouvent pas leur place, qui sont pas en confiance. Et là Pauline intervient, parce que c'est vrai que Samira parle un peu à la place de Pauline, elle dit non mais je pense que j'ai ma place, il n'y a pas de souci, mais le fait que j'ai le bracelet ça m'handicape et du coup je suis moins lucide et c'est vrai que je suis un peu plus perturbé. Jean-Philippe est content que Pauline se confie, qui dit dès demain, voilà, si elle est encore là, parce que je n'étais pas sûr à ce moment-là, dès demain je vais la booster, je vais l'épauler. Donc c'est vraiment on sent Jean-Philippe à l'écoute quand même. C'est plutôt cool, c'est vrai qu'il est beaucoup critiqué Jean-Philippe, mais là il était plutôt cool à vouloir soutenir Pauline. Et c'est vrai que là les votes commencent et on sent que clairement ça va se jouer entre Pauline et Samira. Et je vous avoue qu'au début de l'épisode j'aurais pas pensé ça. Et finalement si Samira est en danger, elle a trop ouvert, elle a pas été assez délicate, elle a trop mis les pieds dans le plat, trop de franchise en fait, trop de violence. Donc voilà, et donc le vote se fait et on apprend que Fouzi vote Pauline par stratégie. Samira vote Pauline parce qu'elle a voulu l'aider et puis voilà, elle n'a pas compris les intentions de Samira je pense et donc du coup elle s'est dit tant pis pour Pauline, je vote contre elle. Jean-Philippe vote Samira pour son manque de lucidité sur l'équipe et sur l'aventure et Pauline va mettre son vote en plus, le vote du bracelet maudit. Denis demande s'il y a un collier et il n'y a pas de collier, on n'est pas très surpris étant donné que Jean-Charles n'a pas quitté l'aventure, François n'a pas sorti le collier pour protéger Pauline et donc on a le dépouillement. Bon c'est vrai que là il n'y avait pas trop de surprise, on savait que Samira avait de grosses chances de sortir et que Jean-Charles avait suivre malheureusement les verts et ça s'est avéré vrai. Après une égalité 5 contre 5, le dernier vote est donc pour Samira. Samira est donc éliminée et je vous cache pas qu'après Mathéo c'est un peu violent parce que je l'aimais beaucoup Samira, j'étais vraiment déçu, elle est clairement dégoûtée, on sent une Samira touchée là, les larmes aux yeux, elle est vraiment dégoûtée et elle demande directement mais pourquoi vous avez voté contre moi. Et là on a Jean-Charles qui s'exprime, qui parle cash et dit voilà j'étais au milieu de 2 stratégies, je savais pas trop quoi faire et très rapidement elle dit mais vous parlez de violet, de vert, de bleu, et vous êtes rouge en fait. Et elle dit c'est en réagissant comme ça que vous allez vous retrouver tout le temps dans le conseil. On sent vraiment que Samira est vraiment dégoûtée et qu'elle est vraiment touchée et attristée par la situation et qu'elle comprend pas que l'équipe n'ait pas été plus soudée que direct qu'il y a eu des stratégies d'ancien vert à ancien violet. Elle est très déçue par la situation. Elle dit même que Pauline elle est clairement écrasée par son équipe des verts et que clairement elle n'a pas assumé ses dires parce que je pense que Pauline a été plutôt floue avec Samira en faisant croire que potentiellement elle pouvait voter avec elle et finalement elle ne l'a pas fait. Et Pauline s'exprime en disant mais oui mais Samira
vraiment, on est aussi dans un jeu, je ne pouvais pas te dire non, je ne voterai pas avec vous. J'étais aussi obligé d'être flou pour me sauver moi-même, hein, clairement. Et je pense qu'elle a aussi bien fait, Pauline, elle a sauvé ses fesses parce que si elle se retournait contre son équipe, clairement ça devenait la target directe de son équipe. Donc elle a quand même bien fait. Il faut suivre aussi la stratégie dominante. Et en plus, si elle arrive jusqu'à la réunification, je pense que sur les épreuves, elle n'est pas du tout menaçante, elle peut tirer son épingle du jeu. Donc en soi, je pense qu'elle a pas fait le mauvais choix, Pauline, même si je l'apprécie pas énormément. Mais je me dis que bon, elle a sauvé ses fesses, clairement. Mais on sent quand même une Samira très touchée, les larmes aux yeux, à deux doigts de pleurer. En plus, on a le petit Fouzi que j'adore, qui est trop mignon et qui lui fait une confession trop adorable en disant que c'est ma plus belle rencontre. Donc Samira, elle est en larmes. Vraiment, Fouzi, c'est vraiment quelqu'un de gentil. On sent qu'il a un bon fond, ce mec. Ça va être un de mes faves de la saison. Je sens plus l'aventure avance, plus je commence à vraiment l'apprécier. Et elle s'en va et c'est très triste. Et j'avoue que j'étais un peu dégoûté, clairement. Parce que je pense que c'était une candidate vraiment intéressante par rapport à une Pauline qui est un peu fantomatique. Là, on l'a un peu plus vue parce qu'elle était menacée, mais voilà, un peu déçue. Ensuite, on a le teaser de la semaine prochaine. Donc, le totem maudit revient. On sent que les candidats sont bien dégoûtés. On sent que c'est vraiment tendu. On a les aperçus de quelques épreuves, les deux je pense. On a une épreuve culte avec la corde où la quasi-totalité de l'équipe tient une corde et au bout de cette corde il y a le candidat entre guillemets le plus léger, ils doivent tenir un maximum et au fur et à mesure les candidats quittent la corde. C'est une épreuve méga culte qui existe depuis les premières saisons, donc on connaît très bien. Je pense que des candidats comme Maxime, Fouzi ou même surtout Yannick peuvent tirer leur épingle du jeu. Et on a également une autre épreuve où il y a une étape avec des aveugles. On voit Fouzi qui hurle et quelqu'un qui court avec un bandeau dans les yeux, donc c'est aussi une épreuve qu'on a déjà vu plusieurs fois. Mais est-ce que c'est l'épreuve en elle-même ou est-ce que c'est une étape dans une épreuve? On verra bien, mais en tout cas voilà, c'est une épreuve que j'apprécie plutôt, où il y a déjà eu des scandales comme le cri de Sam dans la légende ou alors la tricherie de Freddy qui guidait mal Théoura exprès. Donc ça peut être une épreuve intéressante en tout cas à voir. On sent que le feu c'est toujours pas maîtrisé dans les équipes, que c'est un peu n'importe quoi, qui le perd, qui le rallume, mais on sent que le feu va être au centre un peu de l'épisode. On a une Olga qui est en larmes, c'est un peu dommage parce que pour l'instant je l'aime bien même si on l'a pas beaucoup vu et j'étais en mode oh non, Olga elle est en larmes, qu'est-ce qui va se passer? J'espère qu'elle sera pas trop négative et qu'elle va pas sortir comme Mathéo. Parce que là, tous mes préférés, quand j'ai vu les portraits, sont en train de sortir. Mathéo, Samira, ça va pas du tout. Donc j'espère qu'Olga sera pas la prochaine. Et on a un petit peu des clashs chez les jaunes qui affichent un candidat masculin. On a Bastia et Colin qui sont un peu sur un candidat en disant tu fais rien sur le camp. Alors je pense que c'est Benjamin parce que je ne pense pas que ce soit Yannick ou Nicolas. Je pense vraiment que c'est Benjamin. Et on a du coup Benjamin aussi qui réagit sur Alexandra en disant qu'il peut plus la supporter. Et je ne vous avais pas dit que je pensais qu'il y aurait un blindside d'Alexandra par Benjamin. Alors vu qu'il y a eu le swap, j'étais plus sûr de moi. Mais vu que dans le swap, Benjamin se retrouve à nouveau avec Alexandra. Est-ce qu'Alexandra va pas sortir sur un blindside? Honnêtement, déjà, ça me ferait plaisir parce que j'ai un peu du mal avec elle. Et vu que j'ai fait cette estimation depuis le début, j'espère que ça va se réaliser pour avoir une nouvelle fois raison. En tout cas, on sent qu'il y a de la tension chez les jeunes et que ça va être compliqué par la suite. Ensuite, on a l'interview de l'éliminer, donc Samira qui est clairement en larmes, c'était sûr. Voilà, elle le prend vraiment comme un échec, elle est très déçue. Elle avait encore plus à montrer à ses proches, mais aussi à elle-même. Et voilà, elle dit que la franchise n'a pas payé. Et je suis d'accord, Samira, tu as été trop franche. Tu n'as pas été avec le dos de la cuillère, tu as été trop franche, trop les pieds dans le plat. Et ça n'a pas payé. Espérons que ma supposition de twist avec les anciens qui sont sur l'île des bannis sans que le spectateur soit au courant soit vraie. Comme ça, Samira serait de retour dans l'aventure. Enfin, peut-être pas définitivement, mais en tout cas, on la verrait revenir potentiellement, avoir une chance de revenir. Donc espérons parce que c'est une variante que j'aime bien. Donc à voir par la suite. On voit également les votes des candidats, donc Jean-Charles vote Samira pour se sauver, pour être dans une alliance en majorité, tout comme Pauline qui clairement sauve ses fesses. Louana protège aussi son équipe, même si je pense que ça l'embête un peu de voter Samira parce qu'elle l'aimait bien. Et François, comme Ambre, c'est pareil, c'est pour protéger Pauline et surtout l'équipe des Verts et leur potentiel futur dans l'aventure. Au niveau du bilan de l'épisode, alors j'ai trouvé plutôt pas mal. Du niveau de l'épisode 2, moi vraiment j'avais adoré l'épisode 1 parce que ça lançait vraiment bien l'aventure. Je l'ai trouvé plutôt sympa, bien réalisé, je me suis pas ennuyé, beaucoup trop de pubs, comme d'habitude, mais je me suis pas ennuyé. Vraiment, je souligne, c'est vraiment un bon casting, parce que même les candidats que je trouvais un peu bof, comme Pauline et Géraldine, on les a un peu plus vus, et là vraiment, elles étaient plutôt intéressantes. Il y a que Olga qu'on n'a pas trop vu, j'espère qu'on va bientôt la voir, parce que vraiment, elle a l'air super intéressante. C'était assez mouvementé, on a eu de tout, on a eu de belles épreuves sportives, on a eu l'épreuve culte des flambeaux, on a eu une nouvelle épreuve un peu novatrice, on a eu pas mal de survie avec le feu, on a eu pas mal de social, de stratégie, voilà, c'était plutôt sympa à regarder. Le twist des deux gagnants qui sont chefs d'équipe, c'était un peu dommage parce que c'était du préchauffé, on avait déjà vu dans les 4 terres et sûrement dans d'autres saisons, donc c'était pas non plus incroyable ce twist, mais bon, c'est pas très grave, c'est juste que ça manque un petit peu de nouveauté, mais bon, on va pas non plus râler tout le temps, c'était pas non plus insupportable à regarder, mais vraiment sympa, sympa à suivre, à regarder. Je ne suis pas du tout en tout cas déçu de l'épisode, je suis juste un petit peu déçu de l'issue de l'épisode, clairement, la sortie de Samira et que François ait le collier, ça m'agace un peu. J'espère qu'il va le donner à quelqu'un et qu'il va pas se sauver, parce que François, j'ai un peu du mal. Alors, bon, c'est un très grand candidat, c'est Monsieur Muscle, il est encore de malade et clairement, je pense qu'il me fout une baffe, il me décapite, mais je trouve que c'est dommage que ce soit lui, parce que je le trouve un peu sans relief.
certes c'est une machine, et il a l'air de plutôt avoir une bonne vision du jeu, mais je le trouve pas attachant du tout, donc j'espère que ce collier, soit il sortira avec, un peu comme Théoura, soit il donnera à quelqu'un de plus intéressant pour le sauver. On verra bien, mais en tout cas, bon épisode. Il n'y avait pas non plus de grosses surprises, mais en tout cas, je me suis pas ennuyé. Au niveau du bilan des candidats, donc on va commencer par les rouges, qui est un peu mon équipe préférée. Alors c'est pas franc, direct, c'est mes préférés officiels. Peut-être que ça va évoluer dans les prochains épisodes, mais en tout cas pour l'instant c'est celle où il y a le plus de membres que j'aime bien. Bon, même si Samira est sortie. Mais en tout cas on va commencer par les rouges, et c'est avec la chef d'équipe qu'on commence, c'est-à-dire Luana. Luana, vraiment, c'est la révélation de ses débuts d'aventure. Vraiment, j'avais rien mis sur elle, pas un centime, je m'en foutais, je la trouvais pas du tout intéressante dans son portrait sur MyTF1. Et là, vraiment, l'épisode 1, elle a été transparente, clairement. Mais là, sans cet épisode, c'était encore mieux que l'épisode 2, on l'a vraiment vue, elle s'impose, elle a une bonne vision du jeu, elle est bonne sur les épreuves. Clairement, elle peut aller super loin, vraiment, j'aurais rien misé sur elle, elle est surprenante. Donc vraiment, avis très positif sur Luana, même si elle est dans la stratégie dominante que j'apprécie pas trop, parce que c'est vrai que la stratégie minoritaire avec Fouzi, Maxime, etc., je la préfère. Mais bon, je sens qu'elle peut être quand même intéressante, j'espère qu'elle ira loin, en tout cas, et qu'elle va pas se faire avoir. Donc, avis très positif sur elle. Ensuite, Pauline, qu'on a un peu plus vue, parce que clairement, elle était menacée avec cette histoire de bracelet. Avant, elle était clairement fantomatique, on la voyait nulle part, pas sur les épreuves, pas sur le camp, elle était inexistante. Là, on l'a un peu plus vue, et bon, elle a fait la stratégie de la suiveuse. Elle a bien fait, clairement, parce que je pense que ça l'a sauvée. Clairement, elle a bien fait parce que ça l'a sauvée directement. Si elle avait trahi son équipe, elle aurait été grave affichée, ça aurait été la target, elle s'en serait pris plein la gueule, ça aurait été compliqué pour son aventure. Mais en tout cas, voilà, pas d'avis négatif ni positif, pas grand intérêt pour l'instant. Je pense pas que ça va être une aventurière incroyable dans l'aventure, à moins qu'il y ait une grosse surprise. Mais en tout cas, moins transparente, puisqu'elle avait cette histoire de bracelet et donc menacée. Mais voilà, à voir par la suite. J'attends qu'elle me surprenne parce que pour l'instant, assez neutre sur Pauline. Ensuite, Ambre, un peu plus charismatique que Pauline, clairement, elle est plus intéressante, elle dit des punchlines assez marrantes à la caméra, elle donne son avis, c'est plutôt sympa, mais pas non plus grand intérêt. C'est vrai que dans les portraits sur les TF1, c'était une de mes favorites. Je me suis dit, elle est trop mignonne, trop sympa, je pense qu'elle peut être bonne sportive, mais là, voilà, c'est pas non plus incroyable. Elle est pas détestable, clairement, je l'aime bien, voilà, il y a aucun souci. Mais je suis pas ultra fan. On verra par la suite. Je la trouve plus intéressante que Pauline, on va pas se mentir, mais pas grand intérêt non plus. À voir par la suite, je reste curieux et je reste attentif à Ambre. Ensuite, Géraldine, alors que je trouve encore plus fantomatique que Pauline dans les 2 premiers épisodes. Et là, on l'a un peu plus vue. Clairement, elle a performé sur l'épreuve, donc chapeau. Pas autant que Luana ou Anne-Sophie, mais vraiment bravo parce que je l'attendais pas du tout sur une épreuve. Et là, elle a montré que elle pouvait être là, hein, que c'est pas non plus juste une doyenne qui sert pas à grand chose. Donc chapeau à elle. Par contre, c'est vrai que niveau caractère et niveau charisme, un peu inutile. Elle a rien tenté niveau stratégie, c'est Samira qui a tout endossé. Elle a juste cherché le collier. Waouh, super, merci Géraldine. Donc je pense pas que c'est une candidate que je vais beaucoup apprécier. Par exemple, Marguerite des Fidji qui était allée très très loin. En plus, c'est pas une candidate que j'avais trouvé ni attachante, ni super sympa. Voilà, je m'en foutais un peu. Donc ça va être un peu ça, quoi. Pas détestable, clairement, je vais pas non plus abuser. Mais je m'en moque un peu. Voilà, elle est un peu au niveau de Pauline. Je préfère quand même un petit peu Géraldine. Peut-être plus attachante en tout cas. Mais pas grand intérêt pour moi pour le moment. Ensuite, Samira, malheureusement, elle nous a quittés. C'est vraiment dommage parce que je l'aimais beaucoup. Certes, elle avait un gros caractère. Elle y allait pas avec le dos de la cuillère, clairement. Elle mettait les pieds dans le plat direct et c'est ce qu'il a perdu. Mais en 3 secondes. Mais je sais pas, j'aimais bien, c'était une boule d'énergie. Elle était pas nulle sur les épreuves. Elle avait un social plutôt sympa. C'est juste que bon, niveau stratégie, elle a un peu fait n'importe quoi. Pas que ses idées étaient mauvaises, mais c'est plutôt la procédure qui a été un petit peu compliquée à mettre en place. Voilà, c'était pas ouf niveau stratégie, mais voilà, je la trouvais attachante. La preuve au conseil, elle m'a brisé mon cœur, trop mignonne. J'espère que ma supposition de twist est vraie, comme ça on pourrait la revoir un petit peu plus. Mais voilà, peut-être qu'elle refera un retour. Je me dis, elle a quand même beaucoup de personnalité. C'est dommage, pour moi, elle est partie vraiment trop tôt, comme Mathéo d'ailleurs. Donc à voir par la suite, mais je suis un peu triste, je vais pas vous le cacher. Ensuite, François, donc l'armoire à glace, le Captain America de la nouvelle équipe. On sent qu'il a une âme de leader quand même. C'est quand même Luana la chef d'équipe, mais on sent que voilà, il a bien prendre le lead. Déjà chez les Verts, c'était Jean-Philippe le chef, c'était lui qui prenait le lead. Et il a pris le lead de la stratégie des Verts. On sent que ça va être le papa qui va protéger tout le monde. Mais moi, j'arrive pas à m'attacher. Clairement, il a un gros physique, et ça peut être un gros candidat. Voilà, il y a pas de souci, il est très bien gaulé, il va tout fracasser, il y a aucun problème, mais pas du tout attachant. Clairement, voilà, j'ai plus un avis négatif d'ailleurs. C'est pas je le déteste, mais voilà, s'il peut sortir, ça m'arrange. Parce que ce genre de candidat qui casse tout, ça me fatigue en fait. Moi, les armoires à glace, il y a que Vincent, le rugbyman de la saison Cambodge en 2017 que j'avais adoré, alors que c'était clairement le sport. Mais il avait un très bon social et je le trouvais ultra attachant. Là, lui, pas du tout. Donc, à voir par la suite, il me surprend, mais pour l'instant, pas ouf, François. Je m'en moque un peu. Ensuite, Jean-Philippe, alors je sais qu'il est pas très apprécié, que tout le monde le trouve lourd, qu'il en fait 3 tonnes, qu'il se la pète,
c'est un coq et tout ça. Mais malgré tout, oui, il est énervant, mais moi je le trouve attachant. Je peux pas l'expliquer. Ça va être mon guilty pleasure de la saison pour l'instant. En tout cas, ça se profile comme ça. Je vous avoue que par exemple, Adrien des 4 Terres, tout le monde le détestait. Moi, je l'aimais bien, mais sans raison. J'ai aucune excuse, aucun argument en fait. Je l'aimais bien. Et là, c'est un peu pareil, Jean-Philippe. Je peux comprendre qu'on le déteste. L'amie avec qui je regarde Koh-Lanta ne peut pas le saquer. Elle le trouve insupportable. Mais moi, je l'aime bien. Voilà, je sais pas, j'ai aucun argument, je l'aime bien, donc Jean-Philippe, j'espère qu'il va rester un petit peu. Ensuite, Fouzi, alors là, c'est en train de devenir mon gros coup de cœur, clairement. Vu que Olga est un peu transparente, on va se cacher, et que Mathéo et Samira sont sortis, Benjamin m'a un peu déçu, et Jean-Charles, pour l'instant, il est gentil, mais vite fait. Là, Fouzi, pour l'instant, il est numéro dans mon cœur, je le trouve ultra attachant. Je pense qu'en sport, il peut être très très bon. Et vraiment, le petit message de Samira, ça m'a brisé mon cœur. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de gentil. J'espère qu'il sera pas trop gentil, qu'il va pas se faire avoir. Surtout que là, il est pas en super bonne position. Je pense qu'il y a des chances qu'il soit vite visé. Donc voilà, j'espère qu'il va aller loin quand même. Mais en tout cas, petit coup de cœur de l'épisode. Et honnêtement, avec Louana, ça commence à devenir mes 2 candidats favoris. J'avoue, étant donné que ceux que j'aimais bien, ils ont tous partis à Nara et que Olga est trop discrète. Ensuite, Maxime, un candidat que j'avais pas du tout apprécié dans les portraits et que j'avais beaucoup aimé dans les 2 premiers épisodes. Là, on l'a beaucoup moins vu, clairement, par rapport à Samira, Pauline, Yannick ou même François. Là, on l'a pas trop vu, c'est dommage parce que je pense qu'il a quelque chose à apporter. J'aurais pas parlé grand chose sur lui, mais moi, je le trouve plutôt intéressant. À voir par la suite s'il se révèle parce que je pense qu'il peut être vite menacé, surtout en unification parce qu'il est très sportif. Donc à voir, mais voilà, on l'a pas assez vu pour que je donne un vrai avis sur lui. J'espère par la suite qu'on le verra un peu plus. Et ensuite, Jean-Charles, que je trouve vraiment ultra attachant. Et même son visage est tout doux, son regard, tout mignon. On ne peut que l'apprécier. Je pense que c'est difficile de ne pas l'apprécier, ce candidat. Il est tout gentil. Bon, j'ai pas aimé qu'il vote Samira, clairement. Mais il a aussi pensé à sa pomme. Il est tout seul, ancien violet. Certes, il y a Ambre qui est à moitié verte, à moitié violet, mais je pense qu'elle est beaucoup plus verte que violet. Et du coup, il a juste sauvé ses fesses. Il a bien fait. J'aurais été très déçu qu'il se blesse et qu'il parte vraiment. Ça aurait fait le retour de Mathéo, donc j'aurais été très content, mais ça m'aurait embêté que ce soit lui. En tout cas, je le trouve plutôt attachant. Il est au moins dans mon top 5, clairement. Peut-être top 3. Vous voyez, je vais dire peut-être qu'en ce moment, dans mon cœur, ce serait 1 Fouzi, 2 Louana, 3 Jean-Charles. Mais en tout cas, voilà, je le trouve plutôt feel good, visage très très doux, voix très douce. Enfin, moi, honnêtement, je serais sur le camp avec lui, je serais trop content. Hein. J'apprendrais plein de choses. Vraiment sympa. Je pense que ça va être un gros favori du public au fil de l'aventure. Donc à voir, mais en tout cas, avis assez positif sur Jean-Charles. Et pour les jaunes, donc l'équipe que j'aime le moins, mais il y a quand même pas mal de candidats que j'aime bien quand même, on va pas se mentir. Et on va commencer par la chef d'équipe, c'est-à-dire Anne-Sophie. Anne-Sophie que j'avais beaucoup aimé dans les 2 premiers épisodes, même si elle avait voté contre Mathéo. Mais je l'avais trouvé plutôt sympa. C'est vrai que dans son portrait, à part dire qu'elle est fan de footballeur, il n'y avait pas grand-chose. Et finalement, elle s'est bien révélée. Et là, ça confirme. Déjà sur l'épreuve, elle était incroyable. Vraiment chapeau à elle. Et puis voilà, on sent qu'elle peut être une petite leader, même si il y a Yannick qui va clairement prendre le lead de son équipe comme il avait fait chez les Violets. Mais en tout cas, je l'aime bien. On l'a pas énormément vu, donc je peux pas non plus m'exprimer pendant des heures sur Anne-Sophie. En tout cas dans cet épisode. Mais voilà, je l'aime bien. À voir par la suite. Je reste attentif à elle aussi parce que c'est une candidate assez positive dans mon cœur. Ensuite, Seta, qu'on a vu un petit peu sur l'histoire du collier imaginaire. Clairement, si elle peut cultiver ça jusqu'au moins la réunification, ce serait plutôt sympa. Elle, c'est pareil, c'est un peu comme Jean-Philippe. Bon, elle est moins désagréable parce que c'est vrai que Jean-Philippe prend beaucoup de place, donc il peut être irritable assez facilement. Seta, non, elle est plutôt discrète, donc c'est difficile de la trouver irritante. De pas la trouver intéressante, je peux comprendre, mais pas irritante en tout cas. Et moi, j'aime bien. C'est comme Jean-Philippe, je peux pas l'expliquer. Je la trouve attachante. Elle a une bonne stratégie au début et du coup, ça mène son petit bout de chemin. On sent en plus qu'elle est protégée un peu par Nicolas, potentiellement aussi par Yannick, puisque chez les Violets, ils voulaient protéger Seta. Donc, je pense qu'elle peut aller loin. Seta, elle peut être surprenante. Sur les épreuves, donc clairement, elle est vraiment pas folle. Hein. On va voir ce que ça donne par la suite, mais c'est pas incroyable. Mais en tout cas, je l'aime bien et j'espère que cette histoire de collier imaginaire, ça va aller loin. À voir par la suite, mais elle aussi. Comme Anne-Sophie, je la surveille. Je pense qu'elle peut être intéressante. Ensuite, Stéphanie. Donc, c'est vrai que Stéphanie, dans cet épisode, elle est pas folle. Elle a tenté de faire du feu plusieurs fois. Elle a même réussi. Enfin, c'est pas elle qui a réussi, ils étaient plusieurs, mais en tout cas, en survie, elle est surprenante, il n'y a pas à dire. Et bon, sur les épreuves, la première, elle a perdu vite, et sur l'autre, elle n'a pas pu le faire parce qu'elle était médicalement pas apte. Donc, dommage, mais on l'a pas trop vu. On sent qu'elle est un peu au bottom de son équipe encore. Pour moi, elle va pas faire si long feu que ça. Niveau stratégie, dans son portrait, on a l'impression qu'elle va tout fracasser finalement, ça sent compliqué pour elle. Elle peut surprendre. Moi, je l'avais vraiment appréciée dans les 2 premiers épisodes et là, dans cet épisode, un peu moins. J'avoue que je suis moins fan qu'au début. À voir par la suite, elle peut surprendre. Mais voilà, pas une grosse déception, mais une légère déception. On l'a pas assez vu. Le peu qu'on l'a vu, c'était pas fou à part la survie. Clairement, une catégorie, je ne l'attendais pas du tout. Donc, bravo à elle. Mais à voir. Je reste dubitatif sur son cas pour le moment. Et c'est vrai que par rapport aux 2 premiers épisodes, c'est un peu une petite déception. Ensuite, Olga, donc je vais pas vous le cacher, dans cet épisode, c'était le fantôme. C'est celle qu'on a moins vue. On l'a vu dire 2 phrases, je crois, sur l'épreuve. Elle a un peu tenu, mais pas non plus incroyable. Elle était quand même dans les 6 derniers, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, on la voit pas assez. On l'a vu dans le teaser la semaine prochaine, elle était en larmes, etc. Donc, je sais pas si ça va être
être compliqué pour elle, mais en tout cas, on la verra peut-être un peu plus. Mais en tout cas, voilà, on l'a pas assez vue. C'est dommage parce que moi, vraiment, elle pique ma curiosité. Je la compare souvent à Alexandra des Quatre Terres, alors que clairement, pour l'instant, elle n'a pas du tout le même parcours, mais je trouve qu'elle a le même profil, en tout cas. J'attends de voir. Voilà, c'est que le problème, c'est qu'on la voit pas assez et c'était la candidate la plus fantôme de tout l'épisode. Donc, c'est dommage parce que c'est une candidate sur laquelle j'avais beaucoup d'espoir et pour l'instant, on ne la voit pas. Donc, même Géraldine et Pauline, on les a plus vues qu'elle. Donc j'espère qu'elle aura un peu plus de temps dans les prochains épisodes. En tout cas, je croise les doigts et j'espère que ce sera pas trop négatif non plus. Parce que sinon, ce sera vraiment un pétard mouillé. Une candidate qui m'a trop donné envie et qui finalement va sortir très très vite et qu'on l'a quasiment pas vue. Donc je croise les doigts pour Olga qu'on la voit un peu plus. Ensuite, Alexandra, alors clairement, on l'a pas vue non plus. C'était un peu fantôme avec Olga. C'était un peu un battle. Mais on l'a tellement vue dans les 2 premiers épisodes que du coup, je suis ravi. J'avoue que je la trouve pas du tout attachante. Elle m'agace beaucoup. J'espère que Benjamin lui fera un petit blindside parce que c'était une estimation que j'avais faite et clairement, c'est un espoir aussi. Voilà, je la trouve plutôt agaçante. Même quand je la vois vite fait dans l'épisode, elle m'agace très très vite. J'espère qu'elle va avoir du mal à s'intégrer dans son équipe. Putain, c'est horrible ce que je dis. Mais en tout cas, j'espère qu'elle va vite sortir, en fait, vraiment. Et sur un petit blindside, ça serait rigolo. Désolé, Alexandra, mais je suis pas du tout attaché à sa personnalité. Elle est vite agaçante et donc, je croise les doigts pour qu'elle sorte rapidement. Ensuite, chez les garçons, Benjamin, qu'on a beaucoup moins vu que l'épisode d'avant, où il était clairement la star de l'épreuve d'immunité. On l'avait pas mal vu en survie, etc. Là, on l'a quasiment pas vu, à part le fait qu'il soit choisi dernier. Voilà, super, génial. Donc, pas très positif sur Benjamin. J'avoue que pour l'instant, il me déçoit un peu. Dans l'épisode 2, on l'avait un peu plus vu, mais là, clairement inexistant. Avec Olga et Alexandra, c'était voilà, les 3 fantômes, les 3 cousins de Casper, hein, clairement. Il a l'air de se révéler un petit peu dans le prochain épisode, un peu négativement, parce que je pense que c'est lui qui se prend les réflexions de Bastien et Cola. Donc, ça va être un peu négatif, et surtout qu'il est agacé par Alexandra. Donc, est-ce qu'il va mettre ses plans à exécution? Est-ce que ça va être le stratège de l'épisode 4? On croise les doigts parce que là, pour l'instant, pas fou Benjamin. Pourtant, j'avais pas mal d'espoir sur lui aussi. Donc, on verra par la suite, mais on l'a pas assez vu et c'était plutôt négatif. Donc, je pense que la semaine prochaine, ça sera pas fou non plus, à moins qu'il nous fasse un petit blindside très sympa. On verra bien, mais pas ouf pour le moment. Ensuite, Bastien que j'avais plutôt apprécié dans l'épisode 2 alors que je le détestais au début. Là, on l'a vu un petit peu, mais sans plus non plus. C'est vrai que les jeunes, on les a beaucoup moins vus que les rouges, donc forcément, c'est un peu compliqué. Et je pense que c'est un candidat qui peut aller très très loin. J'avais déjà estimé qu'il pouvait être un potentiel gagnant. Là, ça se confirme parce que je pense qu'il va être en bonne position dans son équipe. On verra si je me trompe pas. Mais pour l'instant, voilà, je mets mon petit billet sur Bastien. Il peut aller loin. On l'a pas assez vu, donc je peux pas dire grand chose. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un, par contre, qui est très à cheval sur, voilà, faut faire ci, faut faire ça, faut être actif, faut machin. On a bien vu que bon, pour le feu avec Stéphanie, ils se sont jetés dessus. Ils ont voulu le faire très rapidement. C'est son truc. Il veut faire les choses sur les épreuves. Il veut faire les choses sur le camp. La semaine prochaine, il a l'air vénère contre quelqu'un parce qu'il est pas assez actif. On sent que voilà, qu'il est à cheval sur tout. En plus, il était content d'avoir viré Mathéo. Donc ça, je suis pas du tout ravi, hein, je vous le dis. Mais bon, je le déteste pas non plus. Il est dans la moyenne. Je suis neutre. À voir par la suite en espérant le voir un peu plus. En tout cas, il a l'air d'être bien placé et je pense qu'il peut vraiment aller très loin. Ensuite, Colin qu'on a un peu plus vu aussi. Donc lui, je comprends qu'on puisse l'être attachant. Moi, je le trouve clairement sur le côté. Je vais pas vous cacher. Je pense que je m'attacherai jamais à ce candidat, mais je peux comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, un Bastien, je comprends moins, même s'il est performant. Alors que Colin, il a cette petite personnalité attachante. On dirait un petit peu un Loïc low cost, hein, même si c'est pas négatif ce que je dis, parce que Colin, c'est Colin. Hein, mais pour l'instant, je ne comprends pas un peu l'ampleur qu'il y a autour de lui. Donc, à voir par la suite. Mais bon, sans plus, Colin, ouais. À voir par la suite. Je vais essayer d'être attentif, mais je pense qu'il ne va jamais m'intéresser. Et ensuite, Yannick, on a pas mal vu quand même, parce qu'il a bien performé sur la 2e épreuve. La première, clairement, il était mauvais. Il est arrivé dernier, il se tape le 2e bracelet, donc menacé sans limite, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, moi, je le trouve pas trop attachant. Je l'avais bien aimé dans le premier et un peu dans le 2e épisode. Mais là, voilà, je pense qu'il commence un petit peu à me fatiguer. Je l'avais déjà dit, je crois, dans ma review du 2e épisode. Ça y est, il commence à me fatiguer, vraiment, on le voit trop. En plus, je pense qu'il va pas faire long feu parce qu'il a double vote. Et comme je suppose qu'il y a un twist machin et qu'on le voit avec son foulard noir s'énerver et qu'il y a Mathéo derrière, je pense que finalement il va sortir assez rapidement et que il va rejoindre les bannis. Putain, moi je réinvente le jeu, je ne sais même pas si ça va vraiment se passer, mais c'est mes suppositions. Donc je me dis qu'avec son double vote, c'est clairement en danger et s'il sort, je serais pas trop déçu. C'est pas que je m'en moquerai totalement, mais il prend trop de place, il m'agace, il veut trop l'idée tout le temps et moi je vous ai dit que les leaders, voilà, comme François ou lui, ça me fatigue. Mais je le trouve beaucoup plus sympathique que François, on va pas se mentir. À voir par la suite, mais moi, s'il sort, je vous avoue que ça ne me fera pas grand-chose. Et pour terminer, Nicolas, que j'appréciais pas du tout au début. Et là, dans cet épisode, on a vu une nouvelle facette de sa personnalité. Apparemment, c'est un petit rigolo. Et en plus, il a voulu protéger Seta. Donc, ça fait plein de points positifs. Et c'est vrai que, du coup, je l'apprécie un peu plus. Je l'adore pas. Je suis un peu neutre sur lui. Mais en tout cas, je suis moins sectaire sur lui. Avant, c'était vraiment un non, une blébin, il sert à rien. Là, je me dis que finalement, il peut apporter à son équipe, il peut percer et être intéressant. Donc, à voir par la suite. J'aurais vraiment pas parlé grand-chose sur lui, mais pourquoi pas, il peut créer la surprise. Et en plus, son allié, ça peut être Seta. Et comme j'aime bien Seta,
Voilà, je crache pas dessus non plus. À voir par la suite. En tout cas, pour résumer, il n'y a aucun candidat que je déteste vraiment, à part un peu Alexandra. J'avoue que j'ai vraiment du mal. François aussi prend beaucoup de place et je le trouve pas du tout attachant. Donc je dirais mon flop 3 pour l'instant, ce serait en 1 Alexandra, en 2 François et en 3, je vous avoue qu'il n'y aurait pas de 3 pour l'instant. Peut-être Pauline, qu'elle est vraiment trop fantomatique et je la trouve pas attachante. Donc voilà, mais en tout cas, beaucoup de points positifs et de candidats que j'aime beaucoup. Et voilà, je pense que j'ai terminé ma review sur l'épisode 3 de Koh Lanta, le totem maudit. J'espère que je n'étais pas trop long. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si vous aimez la vidéo, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je le répète, ça me fait plaisir en tout cas à moi. Donc c'est vraiment sympa si vous aimez de mettre le pouce bleu. N'oubliez pas que Clem Coco est sur les réseaux sociaux. J'essaye de poster fréquemment, donc suivez Clem Coco sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.